Oui, le design web, ça peut être fun. Oui, l'UX design, ça peut être cool. C'est pas moi qui le dis, c'est Bastien Maréco, aka Basti UI. Depuis maintenant plusieurs années, il inonde le web avec des vidéos bonnes vibes, mais toujours avec du fond. Avec ses vidéos, il rassemble aujourd'hui une communauté de plusieurs centaines de milliers de personnes. Ça se passe sur YouTube, sur Twitch, sur TikTok, sur Instagram et même sur LinkedIn. C'est simple, le garçon est partout. Dans cet épisode, on parle de creator economy, de YouTube, de Twitch. Il me raconte comment il invente et il produit ses formats vidéo. Qu'est-ce que c'est une vidéo divertissante et même mieux, qu'est-ce que c'est le storytelling? Plus globalement, on passe au crible l'intégralité de la stratégie social media de Basti UI. Les amis, on est sur un épisode de plus de 1h30. Oui, je sais, c'est long, mais ici, ce sont 90 minutes de pleine valeur. Je vous recommande chaudement d'écouter cet épisode et je vous souhaite une très belle écoute. C'est le super délit. Super délit. C'est le super délit. Toute l'actu social média. Eh bien, je suis ravi d'accueillir Bastien Maréco, aka Basti. Salut à toi, Bastien. Salut Thibaut, merci beaucoup pour l'invitation. Et tu m'as bien eu sur le LinkedIn, mais il y a vraiment beaucoup de trucs à dire sur LinkedIn finalement, donc ça pourrait être un sujet. Et entrepreneur, oui, et on pourra dire entrepreneur malgré moi. C'est pas un truc qui me passionnait à la base, mais force est de constater que pour faire ce que je fais, il n'y a pas 36 chemins, donc me voici en tant qu'entrepreneur maintenant. Voilà. Tu connais un petit peu Lyon ? Ouais, je connais un petit peu Lyon. Okay. J'ai 2-3 amis qui habitent là. Je connais très bien Justin Buisson, que vous avez reçu aussi, qui est un collègue, ami, qui fait un peu la même chose que moi, donc on discute beaucoup. Je connais aussi pas mal d'autres créatifs. Il y a Guy Jaune qui habite à Lyon. Salomé de la chaîne Hélioscope qui habite aussi à Lyon. Ouais, totalement. Donc vous avez un très bon vivier de créateurs de contenu, graphisme, design et tout. Donc j'aime bien venir à Lyon pour ça. Eh ben nous on est très contents de te donner une autre occasion de venir nous voir. Ouais. Toi t'es Lillois, hein, c'est ça? Je suis Lillois, ouais, tout à fait. Super. Eh ben écoute, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. C'est un vrai plaisir de t'accueillir. Je te disais, il y a beaucoup de choses dont je souhaiterais qu'on discute aujourd'hui. Je vais profiter de l'occasion de t'avoir. J'aimerais par exemple que tu nous racontes ce que ça veut dire d'être vulgarisateur. Hein. On va en parler de ce terme un peu bizarre et j'aimerais que tu nous l'expliques. Je veux savoir aussi comment tu combines prestation de service et creator economy, parce qu'il y a ça aussi dans ton métier. On va évidemment parler de Twitch, hein. Toi, je le disais, tu es chaque jour en direct sur Twitch. Comment tu organises tes lives, ta ligne éditoriale à cet endroit, comment ça se passe? Tu es aussi actif sur YouTube, très actif sur YouTube. J'aimerais en savoir plus sur la production de ton contenu vidéo, comment tu inventes, comment tu produis ces formats vidéo. Et plus globalement, j'ai envie qu'on passe au crible toutes les plateformes social media de Basti UI. Il y en a un paquet, hein, c'est ce que J'espère que tu as du temps devant toi. J'ai un petit peu de temps. Et il faudra justement que tu m'expliques ça. C'est quelle est la recette qui te permet à toi de casser à la fois TikTok et LinkedIn? J'aimerais que on parle de ça. J'aimerais aussi beaucoup échanger avec toi sur le sujet du divertissement sur le web, parce qu'après tout, c'est aussi ce que tu es, c'est un entertainer. Comment on invente et on produit aujourd'hui en 2025 un contenu qui soit divertissant pour les réseaux sociaux. C'est un sujet qui, à mon avis, intéresse grandement nos auditrices et nos auditeurs. Beau programme. Voilà, écoute, on a du taf. Bon, allez, c'est parti. Avant qu'on commence, voilà. Nous, on se connaît. Enfin, on se connaît. C'est la première fois qu'on se rencontre, mais en tout cas, moi, je te connais. Je connais Basti UI, je sais ce que tu fais. Et j'aimerais quand même que tu racontes aux autres, voilà, comment tout a commencé. J'ai cru comprendre que tu étais diplômé de l'école des Gobelins. On peut peut-être commencer à partir de là, et puis que tu nous expliques un petit peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Ouais, tout à fait. En fait, moi, j'avais je vais quand même remonter un tout petit peu avant pour qu'on comprenne les Gobelins. J'avais un profil qui voulait être graphiste très largement quand j'étais jeune, mais j'ai fait un bac scientifique. Voilà. Et ensuite, j'ai pas vraiment trouvé d'école créative qui m'accueillait ou qui était dans mes tarifs, on va dire, pour faire très simple. Et donc, j'ai fait un DUT informatique que j'ai bien aimé parce que j'ai appris à coder, faire des sites web, etc. Et ça matchait pas mal avec mon esprit assez cartésien malgré tout, tu vois. Et à la suite de ça, j'étais toujours en mode avec mes parents, non mais moi je veux toujours faire graphiste quoi, mais de façon très large. Hein. Et donc j'ai eu la chance de postuler et d'être pris suite à beaucoup de concours, de dossiers et tout ça à l'école des Gobelins, à Gobelins. Qui est une sacrément belle école. Et du coup c'était le rêve quoi, mais par une porte un peu spéciale, donc pas les animateurs 3D, pas les graphistes, tout ça, tous ces trucs qui font vraiment la première page de Gobelins, mais par un format multimédia. Donc une licence multimédia qui permettait à des développeurs un peu créatifs et à des designers un peu nerds de faire une promo
et d'apprendre des choses comme After Effects, le PHP, plein de choses multimédia globales. Et ça me ressemblait bien. Moi qui aimais bien bidouiller des sites web, un peu technique quand même, mais un peu créatif. Et c'est dans cette année d'école que j'ai découvert l'Objective-C. Tu connais l'Objective-C ? Bien sûr, ouais. Voilà, bien sûr. Le langage de développement iPhone de l'époque. Et vraiment, ça a été le coup de foudre pour moi. L'applicatif, on va dire, plus que le web, parce que tu pouvais coder des petites choses qui arrivaient sur le téléphone. Tu pouvais utiliser le micro, le gyroscope et tous des trucs comme ça. Et donc, cette année-là, c'était 2010, 2011, je ne sais plus exactement. J'achète MacBook Pro et iPhone 3GS. Et c'était parti, quoi. J'étais mordu de ça. Je faisais plein de petites applis et tout et tout. Et à la suite de ça, quand j'ai eu mon diplôme, en fait, j'ai cherché un peu des écoles de mobile, développement mobile, design mobile. À l'époque, il n'y avait rien. Même UX, UI designer, ça n'était même pas trop arrivé en Europe, tu vois. Tu n'avais pas de gens qui parlaient de ça. Et donc, j'ai décidé de bosser. J'étais super jeune, hein, vraiment. Moi, j'étais en mode, non, je veux être étudiant encore. Vraiment, la flemme de bosser et tout. J'ai pas envie d'être dans la vie active à 21 ans, 22 ans. Et en fait, non, j'ai bossé. Donc, j'ai trouvé un genre de... C'était un stage, mais c'est pas vraiment un stage. C'est comme, tu vois, Erasmus. Ouais, bien quand sûr. tu pars en Europe après tes études, là, c'était tu pars en Europe après ta licence. Donc, c'était un genre d'Erasmus, mais pour travailler, tu vois. Donc dans une boîte, c'est ça? Dans une boîte. Et du coup, Ok. j'ai essayé quelques boîtes à Londres, quelques boîtes aux Pays-Bas, mais j'ai rien eu comme réponse. Et j'ai une réponse à Bruxelles, d'une boîte qui lançait des applis. Et ils cherchaient un développeur, designer, parce que c'était petit, quoi. Et je suis allé là-bas. Et pendant 1 an et demi, j'ai kiffé. J'ai développé des applis là-bas dans une petite boîte qui faisait des applis iPhone, quoi, et Android. Donc, c'était trop bien. Et je suis revenu de là-bas. Ils voulaient m'embaucher, mais c'était un peu compliqué parce qu'il fallait faire des contrats, mais avec un Français, ils n'avaient pas les aides, soit des trucs à la con. Donc je ne suis pas resté. Et je suis revenu en France et j'ai commencé à bosser dans ce profil un peu hybride, du coup, de concepteur d'application pour, en fil des années, me spécialiser dans l'UX UI, en apprenant sur le tas, en me spécialisant dans l'UX UI mobile précisément. Et puis, au fil des années, en élargissant et en faisant ce métier pendant 10 ans. Voilà, sur le tas. Juste, tu peux réexpliquer UX, UI, ce que ça veut dire? En gros, UX, UI, ça va être un terme assez large, mais en gros, ça veut dire concepteur d'application. Donc, c'est la personne qui va décider de à quoi vont ressembler les écrans et l'expérience. Donc, UX, c'est la personne qui va réfléchir à comment l'utilisateur perçoit l'appli, il va faire des interviews, il va penser à l'ergonomie, il va analyser les statistiques pour savoir si les gens cliquent bien sur le bouton, etc. Et l'UI designer va concrètement créer les écrans, donc sur un éditeur graphique pour ensuite le montrer aux développeurs ou sur tout autre outil qui permet de faire ça. Et du coup, on dit UX, UI au début parce que quand tu es dans une petite équipe, tu fais un peu les deux. Et au fil des années, plus ça s'est professionnalisé en France, plus tu as eu des profils spéciaux UX, puis spécial UI dans les très grandes équipes, quoi. Voilà. Donc toi, tu es donc designer, on peut dire, d'application, hein, notamment, hein, c'est ça ton métier. Ouais. À quel moment tu as décidé de créer du contenu YouTube autour du design? Alors, c'est arrivé, je dirais, alors je sais pas, on en parlait tout à l'heure, mais je sais pas exactement l'année, mais sur ma chaîne YouTube, tu as ma première vidéo qui est toujours là. Je crois que je dis peut-être des bêtises, mais c'est peut-être 2018, je dirais. Okay. Si tu regardes mes vidéos, tu les tries par les plus vieilles, je crois que c'était par là. Et c'était un tuto. Et en fait, ce qui s'est passé, et là c'est assez intéressant aussi de voir mon employeur de l'époque, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a laissé uploader cette vidéo sur mon temps de travail. Comment c'est possible? En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'étais embauché en tant que lead UI designer dans cette équipe. C'était mon dernier CDI en date. Et ma mission, c'était de former les autres employés aux outils, aux méthodes, etc., etc. Il m'a dit, voilà, tu dois faire ça, c'est ta mission. Tu as 1 jour par semaine en plus de tes missions pour animer l'équipe et former l'équipe, quoi. Et donc, il m'a dit, réfléchis comment tu vas faire. Sachant que tous les employés, tous les designers étaient en régie. En régie, ça veut dire qu'ils ne travaillent pas depuis l'open space de ma boîte qui s'appelait Atecna. Ils travaillent chez les clients. Donc, ils travaillent dans le Nord, c'était chez La Redoute, Leroy Merlin, Decathlon. Et tout le monde est splitté, quoi. Donc, comment on fait en tant que leader d'une équipe? Pour faire de la formation interne. Pour faire de la formation interne, etc., même de la cohésion et tout. Et donc, j'ai décidé, après une petite réflexion, de faire une vidéo. Pas de faire une vidéo en visio, pas faire un webinaire le midi où tu invites tout le monde à venir en voiture avec son sandwich, c'est la galère et tout. Vraiment, j'ai fait une vidéo comme un youtubeur. J'ai un peu craqué, j'avoue, hein, parce que je l'ai vraiment fait n'importe comment. J'ai vraiment fait en mettant des explosions et des blagues de youtubeur parce que j'arrivais pas à m'empêcher, quoi. Mais en tout cas, j'ai fait un tuto sketch à l'époque, qui était l'application de conception d'écran. Et je l'ai monté 10-20 minutes et j'ai montré à mon boss, je dis ouais, je vais l'envoyer
aux autres designers. Et puis, s'ils ont des questions, je suis dispo sur Slack, etc. Et du coup, les gens, ils ont dit, bah, c'était cool, en fait, on a appris en s'amusant, c'était sympa. Bah, voilà, quelques questions, mais voilà. Et ensuite, j'ai dit à mon boss, bah, écoute, la vidéo est faite, elle est produite, elle existe. Est-ce que je peux l'uploader sur YouTube? Et il me dit, bah, pourquoi et tout. Je dis, bah, en vrai, maintenant qu'elle est faite, bah, si on la met sur YouTube, déjà, on aura peut-être des clients qui vont la voir, des potentiels clients qui vont la voir, qui vont vouloir travailler avec nous, / des gens qui vont la voir, qui voudront être formés par moi ou par nous. Il m'a dit, ok, deal, tu peux la mettre sur YouTube. Et à ce moment-là, je lui ai dit, je vais la mettre sur une chaîne YouTube qui porte mon nom, parce que si c'est corpo, ça va pas avoir le même effet de conversion. Malin, il avait déjà tout compris, Basti. Vas-y, raconte-nous ça. J'ai dit ça vraiment à l'époque. J'étais vraiment pas stratège, mais j'ai eu ce feeling, tu vois. Ouais. Et mon boss a dit ouais. Et petite parenthèse, on a essayé plus tard de refaire le même format sur la chaîne corpo à Tecna. Ça n'a pas marché. Donc, pour le coup, c'était le petite étincelle de chance ou de génie, je sais pas, mais qui a permis de faire grandir le truc. Et résultat, pendant 1 an ou 2 ans, on a eu des formations qui rentraient par ça. Du coup, moi, Donc toi, tu étais payé pour faire des vidéos par ton employeur à raison d'une journée par semaine, c'est ça? En fait, à la base, j'étais pas payé par ça. C'est moi qui me suis créé ma mission. D'accord. Moi, je dis, j'aimerais bien faire ça, j'ai fait ça. Et du coup, on a réitéré plusieurs vidéos comme ça. Ouais. Tu vois, avec le format un peu, on va dire, fun. Ouais. Il me faisait confiance. Et résultat, au bout d'1 an, on avait formé 3-4 acteurs de la région, beaucoup de sous finalement. Moi, je donnais la formation du coup dans les bureaux. Et le deal, c'était moi, je peux uploader là, mais en contrepartie, tous les leads qui rentrent, c'est pour l'agence, quoi. Ouais. Et ça a marché comme ça pendant 1 an et demi, 2 ans. Et c'était cool. Et du coup, moi, j'avais ma petite chaîne YouTube qui me faisait kiffer. Alors, j'avoue, des fois, je bossais un peu le week-end parce que j'aimais bien. Des fois, c'était le vendredi sur mon temps de travail, mais c'était OK, tu vois. Et un jour, ils ont dit, bon, voilà, on a fait le tour. C'était le Covid, je pense, un peu près là. Donc, on a besoin de récupérer ton jour qui est vraiment pas rentable au final pour retravailler en mission, etc. Et ça s'est arrêté. Et à partir de là, j'ai continué sur mon temps perso, la chaîne YouTube. Voilà. Ok, donc alors c'est assez amusant, toi tu es complètement autodidacte sur le sujet du montage de vidéos, juste pour resituer. Ouais, j'ai jamais fait de montage, c'est plus autodidacte, genre par passion, tu vois. Genre j'étais fan des youtubeurs de la première heure, genre joueur du grenier et tout ça. Donc j'étais vraiment en mood. Ma première idée, tu vois, c'était de faire... Attends, excuse-moi. C'était de faire genre... Tu vois joueur du grenier? Ouais, bien sûr. Il s'énerve sur des jeux pourris. Ouais. Et moi, dans ma tête, au tout début, je disais, j'aimerais trop faire genre le designer qui s'énerve sur les sites pourris. Et je le faisais pas parce que genre j'étais pas acteur, j'étais pas bon et je savais pas poser ma voix ni faire du montage. Mais dans un coin de ma tête, c'était un peu ça le truc. C'est ce que tu fais maintenant, quasiment. Ouais. C'est ça. C'est ça la blague d'après. Mais je me disais, je suis pas capable et tout. Ouais. Donc je faisais des tutos, tu vois. Tutos, et puis je fais une petite blague, ça tourbillonne, ça explose et tout. Voilà. Et au fil des années, maintenant, je me rends compte en regardant en arrière qu'effectivement, aujourd'hui, je prends un site La Redoute, je fais ils ont pris de la drogue, les designers. Il y a les catchs. Je roule ma tête sur le clavier. Maintenant, il y a les catchs de Basti. Voilà, ça c'était Basti au tout début. Mais maintenant, Basti aujourd'hui, bah, tu es devenu un youtubeur incontournable. Je disais, notamment quand on parle de design et de création. C'est gentil. Pour resituer, 126 000 abonnés quand même sur YouTube. Donc on commence à être sur des gros compteurs. Il a quelque part dans son salon un gros cadre qui lui a été livré par YouTube. Il est plus si gros maintenant. Ils ont un petit peu rétréci au fur et à mesure. Ouais. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me pitcher ta ligne éditoriale YouTube? On en est où aujourd'hui en 2025 côté YouTube? Bah, fini les tutos design. Par contre, je vais analyser, on va dire, le web, Internet, qui est du coup très présent dans la vie de tous les jours, donc qui touche tout le monde. Donc ça, c'est un bon point. Par le prisme d'un œil d'un designer qui peut, on va dire, détecter des biais, des petits trucs qui nous piègent, etc., etc. Ça va être ça un petit peu ma formule. Et du coup, moi, c'est vraiment vulgariser un petit peu le web et tout ce qui nous entoure sur Internet, tu vois. Et j'ai beaucoup élargi volontairement. Bon, pour en parler du coup de l'entre-deux, parce qu'on a fait un gros pont, mais effectivement, ça a été dans ce sens-là. Ouais. Donc tu vas par exemple décortiquer l'expérience utilisateur de SNCF Connect. C'est ça. Voilà, ça j'ai vu ça dernièrement. Redesigner des applications. Ouais. Créer des identités pour des marques imaginaires ou non d'ailleurs. Ouais. J'ai regardé, en 2024, tu as publié une 30aine de vidéos sur YouTube. 10 vidéos d'une 20aine de minutes, super documentées, bien écrites, avec une vraie grosse construction narrative. Tu travailles avec une équipe dans ta production vidéo aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, oui. Je commence à m'entourer et c'est ce qui a fait, je pense, que j'ai pu, on va dire, pas survivre, mais je pense que sur un
sur Internet, sur la création de contenu, si tu essayes pas de toujours grandir / grossir, si tu stagnes, c'est un peu le début de la descente. Donc effectivement, j'ai de plus en plus délégué et je suis de plus en plus entouré. Juste pour répondre sur le contenu, aujourd'hui, je vais un peu faire la même chose qu'avant. Tu vois, avant, c'était je redesign le site 2. Et puis c'était bonjour, alors là, on prend le logiciel et on redesign. Maintenant, je raconte une histoire autour. Et je vais tout mettre en scène et raconter les problèmes que j'ai eus, raconter des petites histoires sur la boîte mélangées avec le design pour qu'en fait, quelqu'un qui ne connaisse pas le design puisse aussi être emmené. C'est ça la grosse différence qu'il y a eu aussi au fur et à mesure qui a permis de rendre ma chaîne plus grand public, entre guillemets. Quoi. Sur ce sujet de niche versus mainstream, j'ai des questions pour toi. Du coup, mon équipe. Mais on y revient, je vais pas te lâcher, effectivement, je veux comprendre. Du coup, je vais essayer de le faire chronologiquement. La première personne... Ah tiens, je me suis peut-être mis dans le caca, je sais pas qui est-ce qui a rejoint en premier entre mon monteur et mon agent. Je crois que... Je dirais peut-être le monteur quelques mois avant. En gros, j'ai eu un monteur vidéo pour m'aider à être plus régulier, que j'ai rencontré par Internet. Vraiment, ça a commencé par... je regardais les descriptions des vidéos d'autres streamers et youtubeurs, montage by, j'envoyais un message, quoi. Ça a commencé comme ça. Donc au début, c'était un petit peu difficile parce que quand tu as un nouveau monteur, en plus à distance, c'est la version, on va dire, la plus dégradée de la collaboration. C'est pas quelqu'un à côté de moi qui me connaît bien. Mais du coup, au début, dans mes tarifs, c'était ce que je pouvais m'offrir en tout cas. Et ce monteur, il a monté des premières vidéos, il a résumé des premiers sujets que je faisais en live, et ça m'a permis d'avoir du coup quelqu'un à mes côtés qui peut me donner cette force d'exécution. Et donc, j'ai un monteur qui me permet d'accélérer le dérush, le montage, etc., etc. Et ça m'a permis de sortir plus de vidéos. D'un côté, il n'est pas graphiste ni designer, donc je dois quand même passer soit beaucoup de temps à faire des retours qui coûtent de l'argent puisqu'il passe plus de temps, effectivement, ou alors à continuer à mettre un petit peu la main à la pâte dans le montage en créant des assets, des overlays que je lui donne, en lui disant, voilà, là, je veux cette fonte avec c'est dur de pixel, décrocher. Ce padding et tout. Ouais, mais en même temps, c'est pas que je veux pas décrocher, c'est juste que je sais qu'il y a une petite plus-value sur une chaîne de designer d'avoir quand même quelque chose de designé. Quand je fais le reveal final de l'appli SNCF, faut que ce soit quand même... C'est le moment, le climax, donc il faut y mettre aussi un petit peu d'effort. Donc, voilà. Donc tu lui crées quelques écrans clés à des endroits importants et qui vient intégrer. Donc au début, c'était catastrophique. Au début, on faisait des V17 et il n'était pas content, évidemment. Et moi, je n'étais pas content non plus. Du coup, soit les préaugmentés, soit lui, il faisait trop d'heures. Donc après, on a beaucoup discuté, on s'est ajusté. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir toujours ce même monteur qui s'appelle du coup Sosega sur les réseaux, c'est son pseudo. C'est comme ça que vous le retrouverez. J'en parle tout le temps dans mes lives et dans mes vidéos, donc c'est même pas un secret. Et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, on a vraiment appris à bosser ensemble. Il connaît mes assets, il connaît mes choses. On a un workflow où on a des dossiers retour V1, V2 où je lui glisse les nouveaux assets que moi, des fois, je passe une demi-heure, 1 heure à faire moi-même, soit sur After Effects, soit sur d'autres logiciels, mais qui font qu'en fait, on gagne vachement de temps. Vous travaillez vraiment en binôme. On optimise maintenant. Ouais. Donc, c'est pas un monteur en mode le monteur a fini. Maintenant, on travaille ensemble. Tu vois. Okay. Ensuite, il y avait mon agent qui s'appelle Julie, qui travaille dans une agence qui s'appelait, elle n'existe plus, Frame 55, qui était détenue par Jean Sabouret, Micode et Hugo Décrypte. Ah, ok. C'était leur agence à tous les trois, je dis pas de bêtises, c'était eux. Ils ont splitté parce que Hugo Décrypte a internalisé tous ses contenus, toute son agence à un moment donné parce qu'il est devenu gigantesque. Et du coup, Julie s'est mise en freelance. Elle a gardé des créateurs, dont moi. Et donc, je suis avec Julie qui a créé maintenant son agence qui s'appelle Nouvelle Arc. Voilà. Et donc, ça fait... je suis nul en date, mais plus de 3 ans qu'elle est mon agent. Alors, les gens sont souvent surpris. « Ah, t'as un agent, toi ? Ah, depuis 3 ans ?» Parce qu'en fait, ils ont la même réaction que moi à l'époque. Je pensais pas pouvoir avoir un agent à 50 000 abonnés. Parce que j'étais en mode, comment je vais payer l'agent ? L'agent voudra pas de moi, etc. etc. Et en fait, j'en ai discuté avec Micode. Un jour, il m'avait invité sur son émission Twitch _, un peu penaud, en mode, Micode, tu penses qu'à partir de combien d'abonnés je pourrais avoir un agent ? Il fait, ah, t'as pas d'agent ? Bon, en vrai, on va te prendre à Frame 55. Oui, c'est une niche, mais nous, on cherche des créateurs niche, justement. Je suis en mode, ah ouais, mais je dois payer combien par mois ? Ah c'est un pourcentage. S'il ne gagne rien, ton agent, tu lui payes rien. Je suis en mode, qu'est-ce qui nous arrête ? Go. Et j'ai eu un agent comme ça. Et en donc fait, toi, est-ce que je peux dire, est-ce que t'as été assez vite professionnalisé dans ton approche de YouTube ? Non, combien de temps ça a duré le moment où tu faisais tes petites choses dans ton coin et puis après tu as basculé avec effectivement ton propre monteur, un agent, etc. Je me rappelle, en fait ça s'est beaucoup chevauché.
Après, moi, j'ai toujours été passionné du truc et assez, on va dire, carré dans ce que je fais. Donc, je pense que je me suis professionnalisé au max, même avant que ce soit Le plus tôt possible, finalement. Ouais, dès que je pouvais, quoi. Ouais. Pour le plaisir et puis aussi pour l'ambition, tu vois. Ouais, pour bien dire, sûr. je vais y arriver, ça peut être marrant, qu'est-ce qui pourrait se passer. Ouais. Et je pense que j'avais un monteur et un agent, alors que j'étais encore en CDI. Ok, d'accord. Ouais, Ok. ouais. Et du coup, je vais te raconter cette petite partie qui manque parce qu'elle est intéressante. Comment j'ai quitté mon CDI pour devenir youtubeur et créateur de contenu. Ça s'est fait de façon assez fluide. Et ça, pareil, c'est assez original et je pense que c'est assez atypique et ça m'a permis d'être super serein parce que, comme je dis dans l'intro, je suis pas du tout voué à être entrepreneur, ça me fait pas kiffer. Pour moi, c'est juste de l'anxiété bonus, tu vois, d'être entrepreneur. Vraiment, j'aspirais pas à ça. Mais malheureusement, pour faire ce qu'on fait, bah, c'est un peu la seule route, quoi. Et donc, j'étais en CDI et à un moment, Micode me contacte, il me dit, tu veux faire Underscore? Donc, je le connaissais pas du tout. L'émission sur Bien Twitch sûr, et tout, super machin. émission. Super émission. Avec Benjamin Cole et tout. Je fais, waouh, stylé. Bah ouais, je suis là. Sauf que du coup, c'est le soir. J'habite à Lille, lui à Paris. Ça finit à 22h30 à l'époque. C'était tard à l'époque. Et plus de train après. Ah. Donc, je dis, bah, je viens en voiture. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, j'étais 2 heures en voiture à l'aller et 2 heures au retour. Et j'ai cogité, tu vois. J'étais en mode, ok, il se passe quelque chose. Là, je me disais dans ma tête, il se passe quelque chose. Micode, il m'invite. Ma chaîne YouTube, elle va prendre des abonnés, peut-être. C'est peut-être l'occasion de. Bah là, quand même, je travaille le midi et le week-end, c'est pas top et tout. Et donc, j'ai cogité. Et le lendemain d'Underscore, j'ai appelé ma manager, à la Tecna, donc mon agence qui m'embauchait en CDI 5 jours par semaine. Je lui ai dit, voilà, j'aimerais bien passer au 4-5e. Et il s'est avéré que ça tombait bien, parce que, je te rappelle, Covid, machin, t'es plus staffé 5 jours, t'es pas rentable, machin, on t'enlève les vidéos. Ils ont dit, bah go, on va te mettre au 4-5e. Parce que eux, ça les arrangeait, parce que comme j'étais cadre, ils payaient pas 4/5 de mon salaire, mais presque 3/5, parce que fait, tu perds tes heures sup aussi. Donc, en me lâchant un jour par semaine, eux, ils gagnaient beaucoup d'argent, et du coup, je redevenais rentable, tu vois, comme j'étais un profil un peu quand même senior. Et donc, ils m'ont lâché du jour au lendemain. La semaine d'après, j'étais au 4/5, quoi, vraiment. Et j'étais en mode, bah les gars, je suis au 4/5. Et à partir de là, bah, le vendredi, le petit live le matin, et faire des vidéos l'après-midi, alors que ça, j'avais jamais de temps. En fait, c'était 1 heure le midi comme ça avant. Et ça a accéléré tout ça. Donc, tu as eu une période de transition où tu as pu faire tes 2 activités en même temps, en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et du coup, comme j'ai fait plus de live, bah, j'ai cherché un monteur parce qu'il y avait des sujets en live qu'on pouvait monter pour faire des vidéos. Et deuxième fois que je suis invité à Underscore, 6 mois plus tard, je crois, c'est là où j'ai dit quand est-ce que je peux avoir un agent? Et au fur et à mesure, ça fait comme ça. Et j'étais même moi surpris d'avoir la chance d'avoir un agent. Et quand tu as un agent, bah, même si au début, c'est plutôt, on va dire, plutôt chill et étendu les propositions de marque, quand t'en as une, tu dis oh, ok, si j'en ai 2, du coup, genre, j'ai plus besoin de mon CDI. Enfin, c'est ça, bien sûr. Écoute, tu dis, bah, en fait, je vais faire des meilleures vidéos et puis les mails, ils arrivent de plus en plus. Et puis, au moment, tu dis, bah, en fait, je peux quitter mon CDI. Et c'est là, on arrive au moment où je quitte mon CDI. Et je veux pas spécialement, parce que moi, j'ai peur d'être tout seul, auto-entrepreneur, de devoir gérer mes sous, mes clients et tout. C'est pas ce que je voulais. Mais il faut avouer que j'ai de l'argent qui rentre, il y a mon monteur, il y a mon agent, il y a beaucoup de mails de gens qui veulent bosser avec moi en freelance. Donc ça me rassure. En plus, c'est des autres créateurs de contenu, donc ça fait une émulsion, plus tout ça. Et du coup, je me dis, bon, vas-y, je quitte mon CDI. Au pire, si ça échoue, je reprendrai un CDI, quoi. Voilà. Et j'en suis arrivé là. Donc j'ai du coup donc mon monteur, mon agent. Et aujourd'hui, j'ai d'autres profils. On va dire que j'ai d'autres monteurs aujourd'hui que je vais utiliser plus pour du contenu court. C'était ma résolution, on va dire, des derniers mois, faire plus de cours. Ça artille. Oula, ça artille, Bastille, en format. On va en reparler de ces formats verticaux 9/16e. Il y en a dans tous les sens. Et j'avais une question là-dessus parce qu'effectivement, je me doute qu'il y a une petite armée de gars là derrière. En gros, pour les cours, c'est assez variable parce qu'il y a aussi la dispo des gens, l'envie des gens. Mais ça tourne entre 2 ou 3 pour les cours. 2 ou 3 personnes. 2-3 personnes. Que tu fais bosser pour t'adapter tes formats longs en format court. C'est aussi parce que c'est pas des gens qui vont être full-time pour moi. Parce que je suis j'ai assez de recul pour dire que ce serait horrible de faire que des cours de toute ta vie. Donc il y a des gens qui disent bah, je peux t'en faire 1 par semaine. L'autre il dit bah, je peux t'en faire 5 d'un coup. Donc c'est assez variable. Mais en tout cas, j'ai plusieurs contacts que je peux déclencher pour dire bah voilà, il s'est passé ça sur mon stream, j'aimerais bien
des formats courts, c'est combien, ok, vas-y. Ou toi, toutes les semaines, tu dois en faire un, et ça. Voilà. Donc, on va dire que ça tourne entre 2 et 3 personnes sur les cours en ce moment. Et je le faisais pas avant parce que ça coûte de l'argent. Et là, je me dis, ok, vas-y, j'ose investir cette somme il n'y a pas de retour sur investissement direct. Ouais. Mais je me dis, vas-y. Tu investis en visibilité, en visibilité, mais c'est difficilement palpable. Mais je me dis, vas-y, je me suis dit, allez, objectif là, cette année, ce serait de faire plus de cours, d'investir de l'argent dans les cours. Donc j'ai des monteurs courts, mais c'est plus volatile. Contrairement à Sosega, tu as compris, c'est quelqu'un vraiment sur qui je repose depuis 3 ans. Oui, vous avez travaillé ensemble un style, une DA. C'est un peu différent. Et honnêtement, s'il s'en va, c'est un gros sujet pour moi, tu vois. Voilà. Donc ça, c'est pas pareil que les monteurs short. Je dis, bon, bah écoute, je vais trouver un autre profil, ça, c'est pas hyper grave, tu vois. Et j'ai, depuis très récemment, un auteur, de façon très sporadique, qui m'aide. Alors, c'est un auteur, pas dans le sens il rédige mes scripts, mais dans le sens plutôt, je vais dire, documentaliste. En gros, il s'appelle Mathieu Lambda, c'est l'auteur de Micode. Je sais pas si tu as déjà vu sa tête sur Underscore. Je suis pas sûr. Il a les cheveux frisés. Écoute, tu sais, Underscore, je l'écoute beaucoup en podcast. Ouais. Donc, Mathieu, je vois pas les têtes. Mathieu, il parle souvent. Mais ok. Il est chroniqueur souvent, mais surtout, il est auteur, on va dire. Et en fait, il s'est mis en freelance récemment. Donc, pour passer en multi-client, plus seulement Underscore, quoi. Et donc, je le sollicite parfois, parce que déjà, c'est un ami. Je le connais de ce petit groupe de créateurs que j'ai rencontré au fil des années dans les différents cercles que j'ai côtoyés. Et j'ai appris qu'il se mettait en freelance. Je lui dis, ça t'intéresserait d'écrire pour moi? Il me dit, ouais, de fou. J'aimerais trop en plus avoir des sujets un peu différents et tout, que la tech pure et dure, quoi. Et donc, je lui soumets parfois des sujets. Et il me livre un fichier de sources et de bullet points, tu vois ce que je veux dire, de plans, de narration un peu dans un certain ordre pour raconter une histoire. Mais c'est moi qui remplis les trous parce qu'en fait, il ne va pas analyser une appli dans son script lui-même. Et la dernière vidéo qui est publiée, qu'il a écrit pour moi, c'était la vidéo sur Vodou, que j'ai appelée, je crois, l'entreprise cachée dans vos téléphones. Mon enquête sur l'entreprise française qui fait des jeux mobiles pourris, qui a racheté Biril et qui est en train de promouvoir un réseau social qui s'appelle Wiz, qui est catastrophique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en live, j'ai découvert Wiz, et du coup, je l'ai testé devant tout le monde, et on était en mode, mais c'est quoi cette horreur et tout? Ah, c'est français, c'est qui? C'est Vodou. Et là, j'ai noté, putain, truc à chercher Vodou. Et je me dis, dans ma semaine très dense, très rythmée par tout ce que je fais, je peux pas me poser et aller en rat de bibliothèque pendant une semaine. Ouais, c'est ça, passer 3 jours où tu fais ton enquête. Déjà, mon cerveau ne sait pas faire ça, je suis très mauvais, mais surtout factuellement, tellement j'ai de montage à review, de messages à répondre dans mon workflow de vie de tous les jours, de tous mes sujets qui sont lancés, de mes différentes chaînes et tout ça, que je dois déléguer ça. Et donc là tu as un auteur maintenant. Alors, ça m'intéresse beaucoup parce que Jordan, qui est à la régie juste là, je lui demande aussi de m'aider sur les prépas des interviews. Tu vois, Jordan, c'est ça que je veux. C'est exactement ce qu'il a, Bastille. Je veux ça. Il arrive, c'est tout confort. Il n'a plus qu'à interpréter. Non. donc, justement, non. Je te remercie. C'est assez passionnant de voir l'écosystème qui se constitue autour d'une personnalité comme toi, un créateur de contenu. Et petit à petit, on le voit, cet écosystème qui t'entoure. Et moi, j'aimerais juste revenir sur YouTube précisément. Je suis curieux de comprendre comment tu procèdes pour écrire un format vidéo YouTube. Donc là, tu nous donnes des clés avec cet auteur qui intervient de temps en temps. Ouais, pas tout le temps. J'imagine bien que tu te lances pas comme ça en mode genre j'appuie sur le bouton rouge et plaque, c'est parti, on enregistre. J'imagine qu'il y a un synopsis, etc. Ouais. Est-ce qu'avec le temps, tu as l'impression d'avoir développé une méthode d'écriture? Bah, justement, moi, c'est mon point faible. Quand je me retrouve le jour où je dois écrire, c'est une souffrance vraiment parce qu'en fait, je peux avoir de bonnes idées, mais pour les mettre à plat sur la page blanche de Notion, c'est dur de se lancer, quoi. Mais quand ça part, c'est cool. Mais j'ai pas vraiment de méthode. J'essaye de découper maintenant visuellement certaines parties. Mais juste pour finir sur Mathieu, du coup, lui va me livrer, comme je dis, cette trame documentée. Chose que j'aurais pas eu le temps de chercher, que Vodou, ils ont eu un drama en 2002 avec les petites infos et tout, ça fait plaisir. Et après, moi, je finis en disant, regardez, il y a Wiz et j'analyse l'appli. Donc, c'est un peu un mélange de écrit par Mathieu, interprété par moi parce qu'il ne me fait pas de phrases, et je complète avec mes savoir-faire du XUI. Oui. Mais du coup, quand je fais des vidéos tout seul, parce qu'aujourd'hui, Mathieu, je l'ai utilisé que 2 fois, vidéo Vodou, qui est déjà sortie, et vidéo qui sort la semaine prochaine sur les interfaces au Japon. Okay. Pourquoi elles sont si différentes que les nôtres, et si moches, voilà. Et donc là, il m'a fait des petites recherches aussi en bonus. Bref, et du coup,
aujourd'hui, j'ai pas vraiment de formule, mais j'ai quand même plusieurs types de vidéos. J'ai des vidéos je redesign pour être très terre à terre. Après, il y a petite variation. Et j'ai des vidéos, on va dire documentaires. Tu vois. Maintenant, c'est un peu les 2 grands formats qui vont ressortir. Je les alterne le plus possible. Les vidéos je redesign, c'est très personnel. Donc, mon workflow, ça va être, je vais d'abord faire le travail. Donc, je pose une caméra, j'enregistre tout, l'écran, mon micro et tout, et pendant 4 heures, 5 heures, 6 heures, je bosse. Et tu parles en même temps. Et je parle en même temps. Ouais, c'est ça la différence quand même. Et merci au stream qui m'a permis de développer cette faculté, parce que du coup, c'est un petit bonus pour les vidéos YouTube. J'enregistre tout. Donc là, tu documentes tout simplement ton travail de design. Je fais ma matière. Ouais, c'est ça. Je cut, et le lendemain, je me dis, c'était quoi les highlights, et comment je vais raconter ça aux gens. Comment je vais raconter une histoire autour de ce petit défi de redesign. Et donc ça, avant, je le faisais pas bien, parce que quand je faisais un redesign, je tournais sur plusieurs jours. Et puis je disais, je vais peut-être rajouter ça. Et je vais rajouter ça. Et du coup, je devenais perfectionniste. En fait, du coup, l'histoire, elle était nulle. Ça me prenait trop de temps. Je sortais pas de vidéo et personne ne pouvait apprécier ça parce que ça se voyait pas. Maintenant, quand je fais des redesigns, je mets vraiment un gros chronomètre, tu vois. Et j'y vais en mode, je vis le truc et après, je vais vous le raconter. J'agrémente de petites anecdotes. J'agrémente de petits trucs que j'ai découverts sur l'entreprise. Et maintenant, ça va plus être une histoire que juste un tuto technique, tu vois. Ça va être un peu ce mélange. Donc ça s'écrit à la fois facilement parce que du coup je fais mon rush, je sais que j'ai redesigné cet élément, ça me fait 3 grandes parties, je vais intercaler des anecdotes autour de ces éléments d'interface. La SNCF, j'ai cherché des petites infos, je les connaissais déjà parce qu'en fait je vis les news aussi avec Twitch, donc en fait je les ai déjà là souvent et hop je structure un peu et ça va. Sur les vidéos plus story-télé, c'est un peu plus dur parce que je vais avoir ma matière et puis des fois il faut inverser les parties. Comment je pourrais raconter ça dans le bon ordre et tout. Et honnêtement, j'ai pas de méthode magique, je suis désolé de te l'apprendre. Et si vous êtes créateur de contenu aussi, sachez que je souffre énormément face à ma page blanche et que je la change tout le temps et que même quand le jour où ça sort, je suis en mode ça aurait été mieux de raconter ça avant et c'est vraiment pas facile. Mais d'avoir une personne qui écrit, c'est pas seulement quelqu'un qui fait les recherches, c'est aussi quelqu'un avec qui tu peux faire un ping-pong. Alors qu'avant, j'étais tout seul. Là, au moins, quand on fait les recherches, on se parle ne serait-ce qu'une heure ou une demi-heure. Je dis, t'en penses quoi de ça si on le rajoutait? Il dit, mais peut-être on pourrait inverser. Moi, je trouve que c'est plus intéressant de dire ça au tout début et tout. Il me fait, ok, je vois et tout. Et ça, c'est déjà... Là, ça vaut déjà... Il mérite son salaire rien que pour m'avoir parlé une demi-heure, tu vois. Là, parce qu'il y a personne qui fait du ping-pong avec moi. Je suis tout seul dans mon appart comme ça, tu vois. Donc, effectivement, ça a de la valeur, quoi. Et les plus gros youtubeurs qui ont une équipe, je pense que c'est ça aussi qui les fait step up, c'est qu'ils ont un regard extérieur tout de suite. Alors que moi, des fois, tu publies, tu vois les commentaires, tu fais « Mais évidemment que j'ai mal expliqué ce passage !» Et là, le lendemain, 3 fois encore le même commentaire. « Je sais, j'ai vu, mais du coup, je comprends. Non, je peux plus modifier. » tu vois. Donc, c'est un point très difficile pour moi encore. En ce moment, je m'intéresse de très près à l'écriture des formats vidéo. Ouais. Parce que c'est vraiment le cœur du sujet aujourd'hui. La valeur, elle est là. Tout est vidéo et savoir les écrire, c'est un sport. Et j'ai l'impression que quand tu fais de la vidéo pour les réseaux, tu as, on va dire, 3 enjeux. Je vais essayer, moi, de te donner mon point de vue. Le premier, il faut être divertissant. Donc, il faut avoir une promesse avec un angle et une tonalité, idéalement. Ça, c'est le fondamental. C'est ta partie du deal. Je t'offre ça. Ensuite, il faut savoir capter l'attention. Je peux avoir un bon deal à te proposer, mais si je capte pas l'attention, ça marche pas. Donc le hook, etc., dès le début. Tout à fait. C'est un gros morceau. Et puis ensuite, retenir l'attention. La fameuse rétention. Et c'est ce dernier point qui, en ce moment, moi, me tracasse. Ah ouais. Je sais pas trop comment ça marche, ça. Et j'aimerais vraiment savoir comment toi, tu fais pour travailler, retenir l'attention des gens pendant plus de 20 minutes, parce que c'est ça le sujet. Sur tes vidéos, elles font toutes plus de 20 minutes. C'est le format actuellement YouTube. Comment on fait pour retenir l'attention plus de 20 minutes? C'est marrant que tu me dises ça, parce que moi, c'était plus les efforts que j'ai dû faire ces dernières années. Enfin, cette dernière année, c'était sur le hook plutôt. Je donnais pas d'enjeux ou de promesses assez tôt. Par contre, ceux qui restaient, ils restaient beaucoup. Donc, j'étais un peu dans l'inverse. Et donc, je ne saurais pas, on va dire, cérébraliser pourquoi les gens restent. Mais effectivement, j'en ai pas parlé parce que je ne savais pas que tu voulais aller si profond que ça. Mais effectivement, maintenant, quand j'écris, je pense à la question numéro 1 et comment je vais pouvoir, à chaque chapitre, reposer la question en la faisant évoluer pour que les gens aient envie de rester à chaque fois, tu vois, par exemple. Et ça, par exemple, je ne sais pas, sur la vidéo Vaudou, c'est
je sais plus ce que j'avais fait comme hook, mais c'est quoi cette entreprise? Mais pourquoi ils font des trucs pourris? Mais pourquoi ils sont pas arrêtés? Mais pourquoi ils ont un réseau social? Enfin, tu vois, et sur la vidéo du Japon, c'est pourquoi c'est aussi moche? Bah, c'est à cause de leur écriture. Bah non, pas du tout, c'est pas ça. Enfin, tu vois, je raconte un peu comment j'ai découvert. T'annonces la grosse question dès le départ, c'est Ouais. ça. Et ensuite, petit à petit, Ouais. tu la séquences. Et quand tu penses, c'est de la dissertation, quoi. C'est juste Ouais, de c'est la ça. dissertation. C'est juste que avant, genre, tu penses pas assez à, comment dire, quand tu fais toi-même la vidéo, tu penses pas assez à rappeler aux gens ce que tu as dans ta tête, alors qu'il faut pas hésiter à reposer toutes les minutes 30. Et donc, c'est pas ça. Mais du coup, je vais pas maintenant me poser la question. C'est ça, tu vois, c'est ce genre de petits trucs, des mini-efforts des fois qui font ça. Après, je pense que quand tu as une bonne musique, un bon phrasé, et que tu travailles un petit peu par bloc de paragraphes, on va faire ça, et donc c'est ça, mais maintenant je me pose cette nouvelle question. Je pense que tu as cette rétention, tu vois. Ouais, et j'ai aussi l'impression qu'il y a une carte à jouer du côté des stimuli visuels. Ah, vraiment. La manière dont c'est monté. Parce que là, j'ai essayé de décortiquer ce que tu avais fait sur, sur la vidéo la catastrophe SNCF. Vas-y, dis-moi. Canon, je veux dire, t'as réussi à me retenir là 20 et quelques minutes sur cette vidéo. Et Okay. j'ai essayé de me dire, waouh, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, Intéressant, vas-y, dis-moi. Bravo au monteur déjà. oui, bah justement, c'est là où je voulais en venir. Il y a une grosse force de rétention et j'ai l'impression que ça se joue beaucoup dans le montage parce qu'il y a un nouveau plan toutes les 3 secondes. Ah, ok. Ouais. Toutes les 3 secondes, il y a un stimuli visuel fort qui me donne envie de voir ce qui va se passer derrière, qui me laisse pas le temps. Finalement, 3 secondes, c'est vraiment très court. Hein. Ouais. Je pense que ça fait un fichier de montage qui est vraiment pas de la tarte, alors que il y a toi en voix off tout le long où on pourrait capitaliser sur tes plans, sur ta gueule aussi qui est en train de parler face cam. Et ces moments où toi tu parles, ils sont très brefs. Ah ouais. Et il y a tout de suite un stimuli visuel qui les reprend toutes les 3 secondes. Est-ce que tu penses que ça peut être un outil qui permet de travailler cette rétention? En tout cas, moi je pense que déjà dans mes vidéos, ce qui a évolué, c'est que je prends beaucoup plus de soin sur les B-rolls. Donc les B-rolls, c'est les plans que tu rajoutes qui sont pas toi qui parles, on va dire, pour caricaturer. Je sais pas si tu le dis comme ça avec tes clients, mais moi je suis pas du métier. Moi j'appelle ça des plans de coupe, mais ouais, plans de coupe. c'est ça. Bah, A-roll, c'est A-roll, c'est les principaux, B, c'est secondaire, mais j'ai eu aucune formation, sache-le. Donc, très bien, vas-y. Moi c'est à l'arrache, mais c'est ça, du coup les plans de coupe. Je travaille énormément les plans de coupe. Avant, je faisais ma voix off, et c'était le contenu principal, et on mettait des photos stock. De temps en temps, t'avais une j'ai petite travaillé photo, l'ordinateur, t'avais un gars qui n'était pas moi en t-shirt rouge fluo sur fond orange qui travaillait l'ordinateur. Maintenant, à chaque fois, je prends ma propre caméra avec moi et je me mets je travaille l'ordinateur, c'est moi qui le fais. Donc je fais mes plans de coupe, tout est custom et c'est pas une bibliothèque avec des plans de coupe de moi que je réusis tout le temps, je refais des nouveaux à chaque vidéo déjà. J'y prends du plaisir parce qu'en fait, moi je suis pas vidéaste et je découvre là, j'ai une nouvelle caméra, j'ai eu un FX30. Ah oula, bien ça. Ouais, je suis refait. Mais moi je suis en mode je sais pas utiliser, et là je découvre, je peux mettre la caméra comme ça et tout. Genre vraiment je suis un bébé cadom, vraiment, et du coup j'ai cette petite on va dire étincelle que peut-être d'autres non plus, je découvre la vidéo, donc je vais faire un plan au-dessus, incroyable, trop marrant, enfin tu vois, genre du coup j'ai l'énergie de faire ça. Ouais, mais cette richesse de stimuli visuels qui vient dans le montage, en fait elle apporte beaucoup. Voilà, et du coup je suis dans cette phase où je découvre mon appareil photo, parce que moi j'étais vraiment en mode, je le mettais là et je parlais en mode webcam, je touchais à aucun réglage, je connaissais pas les réglages, tu vois. Je commence à me faire plaisir, tu vois. Et donc il y a ça qui arrive, donc qui rajoute, comme tu l'as dit, des stimuli et de la variété. Et maintenant, comme je te le dis, avec mon monteur, on a un projet partagé, Premiere Pro. Donc on fait plus que des retours textuels. Des fois, je lui dis, vas-y, là, ce soir, je prends le projet et je rajoute mes petits B-rolls, tac, dedans aussi, parce que je sais pas, j'écoute, je me dis, il faudrait peut-être ça. Et je prends la cam en live et je le fais. Tu vois, genre vraiment, je le fais à la demande, on va dire. Et la deuxième chose que je voulais dire sur ça, c'est que moi, j'ai la conviction que les gens sur YouTube, ils sont pas là pour moi. Ils s'en foutent de ma gueule. Si je mettais 0 fois ma gueule dans la vidéo, elle serait même plus vue. Donc, les 10 premières secondes de la vidéo, limite, on me voit pas. Et quand tu dis, c'est jamais ta tête, il y a toujours quelque chose qui repasse. Quand je mets ma tête, c'est que j'ai plus rien à montrer. Mais si j'avais budget limité, il y aurait jamais ma tête et toujours d'incroyables illustrations. Tu crois à ça? Pourtant Bastille UI, c'est une personne, c'est incarné. T'as des gens fidèles qui te suivent. Il y a 130 000 personnes là qui te suivent depuis longtemps. Certains sont fidèles. Ouais, mais j'ai cette conviction quand même que YouTube, pour grandir et toucher de l'audience, parce qu'en fait, pour continuer à faire des vues, il faut toujours toucher des nouvelles personnes. Parce que 130 000 abonnés, il y en a peut-être 100 000 d'inactifs, t'en sais rien, tu vois. Et donc, il faut toujours vouloir tuer des nouvelles personnes. Et tu connais évidemment The Great Review, Ego, super, Combo, super. Toute cette nouvelle vibe de youtubeurs, What a Fail, tous ces gens-là qui font des vidéos hyper qualitatives. Et qu'on ne voit jamais. Mais c'est encore mieux. Parce qu'en fait, c'est l'histoire qui prend le dessus. Et
moi, je suis pas une star. Et les seuls youtubeurs qui montent leur tête, pour moi, c'est Lena Situation et Squeezie, parce que les gens viennent pour Lena Situation et Squeezie, quoi qu'ils fassent. Par contre, moi, si je raconte l'histoire de la SNCF, montre-nous SNCF, on s'en fiche de toi. Comme ça. Ouais, Alors, c'est ok. cool d'avoir une belle image entre-temps, etc., etc. Mais moi, j'ai une grosse conviction qu'il y a un monde où je pourrais ne plus monter ma tête et faire de la voix off, et la valeur ajoutée serait égale ou plus élevée. Tu vois. Ouais. Donc, c'est aussi pour ça que moi, je dis à mon monteur, si on met ma tête, c'est vraiment qu'en mode, la vidéo dure 20 minutes, on ne va pas faire 20 minutes de B-roll, on va crever, la vidéo ne va pas être rentable. Mais dans la théorie, ma tête, elle n'intéresse pas. Est-ce que toi, tu écris tous tes textes à l'avance ou est-ce qu'il y a une part à l'improvisation? Alors, il y a une phase où j'ai fait du Twitch, donc je me suis dit, trop bien, maintenant je sais improviser, tu vois. Donc, il y a eu cette phase en mode, ouais, maintenant je sais parler d'un sujet un peu comme ça. Donc, à un moment, j'ai fait des vidéos YouTube un peu comme ça, mais t'y perds au montage. T'y perds en montage parce que tu perds en fluidité, même si au tournage, tu balances tes phrases, tu réagis plus. Sur une vidéo complète, ça va plus faire galérer au montage qu'autre chose. Donc aujourd'hui, je suis dans un format un peu hybride où je vais pas écrire les phrases, parce que je suis quand même à l'aise pour parler à une caméra. Maintenant, ça va parce que je le fais souvent avec les lives, où je vais plus avoir mes bullet points, comme je t'ai dit, Ouais. mes thèmes, des fois des petites phrases highlight parce qu'elles sont cool, mais je vais les interpréter, et même des fois je les ai un peu écrites et au tournage je les dis plus du tout pareil et je me laisse porter. Tu fais genre 4-5 prises sur la même phrase et puis ton monteur compose, ou alors t'es comment là-dessus? Non, limite je suis one take quoi. Ah ouais, ok, Je suis d'accord. one take, mais dans ma note Notion il y a écrit et là les développeurs ont fait n'importe quoi, et je vais pas du tout dire ça, je vais dire et là l'équipe de dev elle a vraiment fait des grosses bêtises, tu vois. C'est nul Ouais, comme ouais. exemple, mais t'as compris, et je vais juste l'interpréter au feeling, Ouais, et quand je m'écoute je fais bon, c'était bien. ça sonne bien. Allez, Et go, next. ouais, Ok, next. d'accord, Ouais, d'accord. j'essaye maintenant de faire ça. Donc c'est un peu improvisé, mais à l'écriture, c'est en mode juste t'as l'idée et la phrase, je la balance comme elle vient. On évite de mettre trop de mots de liaison et tout, parce qu'après ça fait très lourd. Mais ouais, c'est ça, en gros, j'essaye d'aller au plus vite, quoi. C'est vraiment un job, hein, vous l'aurez compris, Ouais. hein, les amis. Et sur YouTube, tu as bien entendu ta chaîne principale, mais aussi un écosystème de chaînes secondaires. Alors, il y a Bastille 8, Replay, où on trouve tes rediffs de stream. Ouais. Il y a Bastille 100 MS, Ouais. MC 100 MC 100 Sans MS, MS, 100 comme MS, pardon, Comics oui. 100 MS. Où là tu réagis à l'actu web et design. Et puis tu as enfin Screenshot. Ouais, c'est vrai. Screenshot sur. À quoi ça sert d'avoir comme ça plusieurs chaînes YouTube, et pourquoi tu mets pas tout au même endroit? Alors, j'ai été un peu moqué par certaines personnes qui disent « Ah, Bastien, il y a 150 chaînes YouTube et tout », mais moi, je suis droit dans mes bottes, je sais que c'est la bonne façon de faire. Donc déjà, Bastille 8, la classique, c'est les longs formats travaillés dont on parle depuis tout à l'heure. Bastille 8 Replay, c'est une archive juste de tous mes lives, complet de 1 heure, 2 heures, 3 heures. Donc, si je travaille pour Micode, bah, tu as 2 heures de rush où je travaille pour Micode sans montage, mais c'est archivé. Donc Voilà. tous tes live stream, tu Ouais. les mets ici. Ouais, voilà. Ok. Sans montage, découpé par thématique. Ok. Par exemple, si je fais une news sur Vaudou, puis je travaille pour Micode, bah, tu as une vidéo de 2 heures qui s'appelle Vaudou, et l'autre, elle s'appelle Micode, et puis je mets dans des playlists, quoi. Ok. C'est mon archive, Ouais. mais en vrai, tu serais étonné de voir que ça rapporte un petit peu d'argent. Parce que c'est Ok. des vidéos longues, Ouais. et que ça rapporte beaucoup de gens sur mon live, surtout. Eh oui. Ils me disent, bah, mec, je te regarde depuis 6 mois sur Bastille Replay, première fois en live, salut, tu vois. Donc, Ah ouais, ok. c'est utile. Je vais pas te mentir, c'est le truc que je fais en dernier dans mes priorités. Mm. Des fois, il y a du retard sur cette chaîne, mais c'est ok. Par contre, la plus importante, c'est Bastille sans MS. Bastille sans MS, figure-toi qu'elle devient parfois elle fait plus de vues que ma chaîne principale. Ok. Parfois. Je vais t'en reparler après. Et du coup, Screenshot sur, c'est une chaîne où j'ai lancé un petit format d'interview de créateurs, un peu comme ce que tu fais là. Ouais. Sauf que, comme je veux voir si ça se professionnalise ou pas, comme c'est un format qui n'est pas du design, pas de l'actu web et pas d'autre chose, j'ai fait une autre chaîne, juste pour que ce soit bien rangé. Et que si un jour, je sais pas, une marque qui veut sponsoriser 10 épisodes de ça, bah, que ce soit déjà rangé dans Oui. un autre truc, quoi. C'est un format et tu t'es dit Voilà. ce format-là, Voilà. je le mets ici. Et j'ai pas de prétention de la faire grandir, juste si je la mettais sur Bastille 8 Replay, ça aurait été noyé dans plein de conneries. Ok. Au moins là, c'est clean. Voilà, mais c'est juste ça. Et du coup, Bastille sans MS, pourquoi elle est très importante cette chaîne, et qu'elle est aussi un peu le cœur du fait que je tienne avec autant de choses. Ce qui se passe, c'est que tu vois, tu regardes un peu Twitch ou pas trop? Bien sûr. Ok. Je te rappelle qu'on est sur Twitch tous les matins. Ouais, après. Ah bah non, je regarde des trucs, bien ok, sûr. Ouais, genre, ouais, avec tu plaisir. vois, genre, tu connais Fat Giorno? Non. Ok. En gros, Antoine Daniel, Oui. joueur du grenier, Oui. ils font des lives. Oui. Et il y a des gens qui clippent ça. Ils clippent des moments marrants. Ok, oui. Antoine dit une dinguerie, machin. Truc. Et donc, il y a une chaîne qui s'appelle Fat Giorno. C'est un gars qui clippe tout. Et sur YouTube, il fait des millions de vues. Parce que
dès qu'Antoine a fini son live, il y a un clip d'une minute d'un truc marrant qui s'est passé. Et ben, c'est une stratégie qui marche hyper bien, c'est de clipper les lives. Et du coup, c'est ça Bastille sans MS. C'est des extraits de mes lives. Donc là, tu as décidé de le faire toi pour pas que les gens te le fassent à toi. Parce qu'habituellement, c'est quand même ça qui se produit. Oui, mais là, personne ne me le fait à moi. Moi, je suis pas assez connu. Sur TikTok, il y en a des tonnes de clips de Domingo. Il a rien demandé, c'est pas lui qui les a montés. Mais moi, c'est pas ça. Moi, il y a vraiment personne qui me fait ça. Je suis pas assez visible. Il y en a eu 2-3, tu vois, mais ça me dérange pas. Et du coup, cette chaîne, par exemple, imagine, je sais pas, je fais une actu, le nouveau logo de 20 minutes. Je le fais en live Twitch. Ça sort le matin. Moi, je suis réactif. Je lance mon live. Je regarde l'actu. Les gens me disent, t'as vu le nouveau logo? Je fais, bah non, let's go, on le regarde. Je discute avec mon chat. On lit un article. On donne notre avis. On analyse. Et puis, je coupe mon live. Et puis, avant, ça s'était perdu. C'était dans une vidéo de 2 heures sur Bastille Replay. Et ça faisait 60 vues. Et ben depuis, j'ai un workflow avec du coup mon monteur qui est payé pour ça. À chaque fin de live, je lui fais une petite note dans Notion, les highlights du live. Et je lui dis, ça, tu me fais un Bastille sans MS. Ça, tu me fais un machin. Et du coup, lui, c'est assez rapide. C'est du cut. In, out, début de la news, fin de la news. Il la met en MP4, je la mets sur Bastille sans MS, je mets un titre, mais genre agressif autant qu'une news dans un journal, tu vois. Pourquoi le logo de 20 minutes est catastrophique? Ça fait des vues de fou. Cut, rien d'autre. Pas de montage. Il y a une durée? Souvent, c'est autour de 10 minutes. Ok. Et ça, ce format 10 minutes, il passe bien sur YouTube? Mais les gens adorent. Ouais. Les gens adorent les news sans montage d'un gars qui réagit à l'actu, surtout ça sort très vite. Ouais, c'est ça aussi. Et c'est complètement. Là, ça t'arrive à le sortir dans la journée de ton stream ou mon monteur, il a pas de. Je lui donne pas de deadline. Ouais. Souvent, au max, c'est 3 jours, quoi. Ok, ouais, donc ça reste très frais. Parce que lui, en fait, c'est quelque chose qu'il fait de façon récurrente. Donc, toutes les semaines, il se prend un temps où il coupe tous les lives, il coupe tous les trucs que je lui ai demandé. Il doit le faire 1 ou 2 fois par semaine, du coup, maximum 3 jours, quoi. Mais Bastien, maintenant, t'es plus qu'un créateur, t'es un média. Mais sérieusement, c'est des réflexes de média, ça, parce que d'un côté, t'as tes formats longs, quasi documentaires, storytelling, etc. De l'autre côté, t'as ton live où là, vraiment, tu vas aller taper tout ce qui va être beaucoup plus vert. Donc d'un côté, t'as l'Evergreen, avec des contenus, et puis de l'autre côté, les contenus super chauds. C'est exactement comme ça qu'a réfléchi un média. Je pense que je le mentalise pas parce que déjà, j'ai la tête dans le guidon. Et qu'en plus je me sens pas légitime et que je fais ça en mode bah moi je ferai ça, vas-y je teste, tu vois. Mais effectivement, comme tu le dis, les gens sont souvent impressionnés de la quantité de choses que je produis. Et moi je suis un peu en mode bah si t'es organisé, en vrai c'est pas si dur. Et en fait je pense que de venir d'un CDI où j'ai été développeur, designer, tu vois, très technique, où tu marchais au billet là, au ticket. Et ben en fait quand j'ai commencé à faire ce métier, j'étais en mode bah vas-y on fait ça. Moi, j'ai un Notion avec mon monteur. Il est pingé quand il a une vidéo à couper. Enfin, tu veux dire que tu avais déjà des skills de gestion de projet un peu comme ça, d'orga, ouais. Et quand je vois les autres personnes sur YouTube que je côtoie, alors je critique personne, mais ils n'ont jamais fait de vrai métier avant. Ils étaient en études et ils sont devenus youtubeurs. Ouais. Donc, évidemment, qu'ils n'ont pas eu ce truc de peut-être d'orga très strict, peut-être. Et du coup, les gens se rendent pas compte qu'il y a moyen de vraiment être productif si tu as une petite orga. Donc là, on a beaucoup parlé de YouTube. Et maintenant, on parle de Twitch. Parce que Twitch a l'air d'être quand même ton bébé, là. Il se passe des trucs à 40 700 followers sur Twitch. C'est énorme. Voilà. Pour Twitch, c'est vraiment déjà une grosse métrique. On se rend pas compte ce que c'est 40 700 followers sur Twitch. C'est vraiment beaucoup. Je sais pas si les followers ont du sens. Parce que tu peux être regardé sans être followé ou être très followé sans regarder. C'est mais vrai. Moi, je regarde... Il y a un truc qui te donne un peu ton moyen de viewer ou ton classement francophone. Et c'est vrai que c'est choquant, je me dis mais qu'est-ce que je fous là, tu vois, genre vraiment avec mon sujet en plus qui n'a rien à voir avec la plateforme, c'est rigolo. Et là-dessus, toi tu t'es lancé sur Twitch pendant le confinement, si j'ai bien compris, c'est ça hein? Bah exactement, en vrai. Il y a eu une vague là à ce moment-là. Ouais. C'était pas très original, mais en gros, je pense que c'est 2e semaine de confinement. En gros, moi dans mon agence, je faisais beaucoup de meet-up ou d'événements ou de salons où en fait toutes les semaines, comme j'étais lead de l'équipe, bah, on était dans une salle et puis on apportait des sujets. Ah, t'as vu la mise à jour de cet outil. Ah, bah, il y a machin qui va présenter son projet de la semaine et tout. On faisait ça. Et puis, confinement, ça s'est arrêté net. Écoute, directement, j'ai lancé des lives. Je fais, bah voilà, les sujets du jour. Et puis, je faisais ça en live sur ma chaîne YouTube parce que j'avais pas de commu Twitch. Et quand j'ai commencé à faire 1-2 lives sur ma chaîne Twitch, je me suis dit, bon, ça va un peu spammer à cause du confinement. Donc, je vais créer une chaîne Twitch. Ça s'est passé comme ça, quoi. Et donc, j'ai déporté sur Twitch et j'ai fait, du coup, 3 lives par semaine. Le lundi, le mercredi et le jeudi, la 2e semaine du confinement. Et depuis, je n'ai jamais arrêté.
Ça, c'est J'ai incroyable. ce rythme de 3 lives par semaine depuis, à part les vacances, évidemment. Je prends des vacances quand même. Je n'ai jamais arrêté ce rythme depuis que j'ai goûté au Twitch la 2e semaine du confinement. Et tu as notamment une matinale Ouais. qui est juste après. Merci pour ça d'ailleurs. Merci beaucoup. Qui est juste après Avec le Super plaisir. Daily. Nous, on est de 9h à 9h30, ce qui est un format complètement bizarre sur Twitch. Toi, t'attaques à 9h30. Ouais. Donc, merci pour ça. Bah, plaisir. Et de pas nous marcher dessus parce que sinon, vraiment, on serait tout petit. Et tu parles d'actu autour du web et du design pendant ce live. En moyenne, tu streams combien d'heures par semaine sur Twitch? Alors en intro, tu as dit tu streams tous les jours. Du coup, c'est pas le cas. C'est 3 fois par Ouais, jour. c'est 3 fois en par gros, semaine, c'est pardon. lundi matin, Ouais. mercredi après-midi et vendredi matin. Si ça tenait qu'à moi, je ferais que des matinales. Mais le mercredi soir, je rejoins 2 autres streamers qui sont Harddisk et Defend Intelligence, qui sont respectivement, du coup, Defend, c'est un streamer créateur de contenu IA. Et Harddisk, il faisait beaucoup de vidéos et de tech. Et sur son live Twitch, c'est toujours la tech. Mais sur sa chaîne YouTube, il est parti storytelling, 100%. Et donc, ça, c'est un peu hystérique. On s'était dit à un moment, on ferait pas notre petite talk show, chacun ramène une news, on débat. Et pareil, ça s'est resté. On a fait ça en 2021 et on n'a jamais Trop quitté, cool. tous les mercredis à 18h. Donc, c'est la seule raison pour laquelle. Donc là, vous j'ai- êtes à distance, chacun Ouais. chez soi. Et... Discord, Ouais, c'est ça. micro, on n'a pas quitté. Lui, il est à Marseille, Defend, Harddisk à Paris, moi à Lille. Donc Trop c'est cool. c'est rigolo en plus. Ouais. Voilà. Et ça n'a pas bougé. Et c'est la seule raison pour laquelle je fais pas 3 matinales. C'est que du coup, je fais un live pour les croiser eux. Tu vois. Mais s'ils étaient plus là, je ferais mercredi matin, je pense. Parce que moi, le matin, c'est mon préféré. Quoi. Donc, au final, ça fait combien d'heures de stream par semaine? C'est 4 ou 5 heures par live. Donc ça va faire. Une quinzaine d'heures, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Plus de 3 demi-journées, même un peu plus, parce que quand j'arrête, il est 14h, je mange, et puis après, le reste de la journée est un peu entamé. Quoi. Et c'est ça, Twitch, c'est quand même, Ouais. c'est une gymnastique avec un niveau d'exigence. Je pense que c'est en matière d'investissement. C'est sans doute la plateforme qui demande le plus aux créateurs de contenu. Ouais. Et tu me disais tout à l'heure, avant qu'on se lance, il me taquinait gentiment, Bastille, à juste titre. Hein. Nous qui sommes sur Twitch le matin, Ouais. on y a une demi-heure. Mais une demiheure, il n'y a aucun streamer raisonnable qui allume un live pour une demi-heure. Pas, non, le temps que les viewers arrivent, je dirais qu'il y a entre 30 et 1 heure avant que tu aies ton nombre de viewers. Donc, bien souvent, je clique sur vous et c'est écran noir, quoi, parce que c'est terminé. C'est beaucoup trop tard. Parce que Twitch est très lent. En plus, Ouais. même pour indexer les lives, il est lent. Ouais. C'est pas que parce que les gens cliquent pas. Même la notif, elle arrive entre 5 et un quart d'heure après le début. Sur le C'est- côté, ça se refresh pas tout de Il y a suite. 15 jours, je discutais Ouais. avec Zerator qui me disait, mais nous, il n'y a pas un streamer qui lance un live pour moins de 2 heures. Hein. Ah oui, moi c'est ce que Ouais. je disais, au moins 2 heures. Après 1 heure, c'est ok pour une émission, mais tu te mets un petit quart d'heure d'écran de musique Ouais. au début pour être sûr que les gens arrivent, tu vois. Oui, c'est ça. Voilà, Ouais. donc, ouais. Est-ce que, en matière de contenu, YouTube et Twitch, ça n'a rien à voir? Non. Vraiment rien à voir. 2 personnages différents. Est-ce que ce sont les mêmes audiences que tu touches? Pas du tout, pas du tout. Et c'est très drôle parce qu'en fait, reparlons un peu de Bastille sans MS. En gros, j'ai un entonnoir assez sympa, donc tu as compris, Twitch. Je fais des actus qui sont des fois complètement improvisés. Hein. Des fois, il y a un viewer qui dit Bastien, ça vient de sortir, envoie le lien. Et je fais le truc et ça devient une vidéo à 50 000 vues sur Bastille sans MS. Donc c'est vraiment. Ça, c'est mon impro. C'est vraiment. Je retrouve mon. C'est un peu ta revue de presse, Ouais, mais mais aussi en impro. Tout en impro Ouais. là. Et du coup, là, c'est accepté que ce soit comme ça dans le montage. Oui, et les oui. gens, ils kiffent, quoi. Ils mettent le petit replay sur le côté. Quoi. Donc j'ai Twitch, ça devient des Bastilles sans MS. Et je commence à faire des shorts. C'est ça que je t'ai dit au début. Donc là, j'ai rajouté les shorts dans cet entonnoir Twitch. Donc il y Bastilles a un sans MS. entonnoir et au-dessus, tout en haut, il y a une espèce de masterpiece. Voilà, c'est Twitch, C'est où je Twitch. crée la matière, mais en live. Et du coup, effectivement, c'est des audiences différentes. Et du coup, disons que Twitch et Bastille sans MS, c'est la même audience. Ok. Parce que c'est Bastien Live qui dit... C'est qui cette audience? Je pense que je suis plus du côté des gens qui suivent un peu la tech, les réseaux sociaux et tout. Je pense un peu comme votre audience, mais je pense un petit peu moins créatif quand même. Tu vois, genre quand tu vois un Justin, un Ballot et tout, eux ils sont plus côté créativité, graphiste. Et moi je suis vraiment très rattaché à la tech. Moi c'est Bastille, Micode, Benjamin Code. Je suis dans cette bulle-là, malgré tout, parce que UX/UI c'est pas créatif. tu C'est vois. des gens dont c'est le métier. Ouais. Un peu comme nous, en fait. Oui, C'est ça. Mais moi c'est visuel mon travail, mais pas créatif. Ouais, je comprends. Genre, moi, je peux te dire, non, c'est pas bien, parce que la règle, c'est de mettre au moins 24 pixels, et t'as pas à débattre. Alors que, est-ce que tu aimes ce tableau ou tu aimes pas? Bien Là, sûr. chacun a son choix. Donc moi, c'est un peu plus factuel. Et du coup, je suis très rattaché à la tech, mais surtout, c'est le format, la façon de parler, la façon de monter, quoi. Sur Twitch, les gens aiment bien que je crie, que je discute, que je prenne mon temps, qu'il se passe des petites choses un peu off. Alors que sur la chaîne principale YouTube, ça va être hyper léché.
Et aujourd'hui, là, petite voix, storytelling, musique. C'est pas le même homme. C'est pas le même truc. Et il y a un truc qui m'avait choqué, et ça a commencé même il y a 2 ans. Des gens qui me croisent dans des événements, même dans la rue et tout. Ah, Bastille, trop cool ce que tu fais, j'adore et tout. Je dis, ouais, t'as connu quoi? Bah, moi, je regarde Bastille sans MS et tout. Ah, trop cool. Et Bastille 8, tu regardes? C'est quoi Bastille? Ils connaissent pas ma chaîne à 126 000 abonnés. Ils connaissent Bastille sans MS parce que Bastille sans MS, c'est 3 vidéos par semaine sur YouTube. Donc il y a une genre d'omniprésence. Les gens s'abonnent pas, mais les vues, il faudrait que je te montre si ça t'intéresse. Le nombre de vues de Bastille sans MS est 10 fois plus élevé que Bastille, parce que Bastille, c'est un long format hyper léché documentaire ou qualitative design par mois, ce qui est déjà un challenge. Je sais même pas comment je réussis à chaque fois. Je suis en mode et Bastille sans MS, c'est que t'as beaucoup plus de flow. Salut à tous, regardez le logo d'OpenAI. Salut à tous, nouveau site de 20 minutes. Et ça brasse des vues et c'est... À la fois, j'aime les deux, mais à la fois, tu te rends compte que c'est pas du tout la même audience. Les gens ne connaissent pas l'un, enfin ceux qui connaissent l'un connaissent souvent pas l'autre. Moi, je suis assez fasciné par ces stratégies de création de contenu qui partent comme ça d'une espèce de masterpiece très libre, puisque c'est le cas de ton Twitch, vraiment, donc tourner, monter, aucune prise de tête. En fait, tu fais du volume de matière, en fait. Puis après, derrière, tu vas highlighter, comme tu as dit, les meilleurs morceaux, et donc tu vas upcycler quasiment des bouts, pas juste recycler, vraiment les isoler, du coup leur redonner un coup de polish, parce que quand tu les isoles, tout de suite ils prennent en gueule, potentiellement les redécliner en micro-format, tu les packages, exactement, et tu les, du coup aussi tu les rééditorialises finalement. Donc ça c'est vachement intéressant. Est-ce que tu crois que c'est est-ce que tu pourrais ne tenir que là-dessus et ne pas faire tes longs formats? Non, en fait, j'aime beaucoup les deux. Mais je serais trop triste qu'ils soient pas là. Enfin, les deux sont importants. Il faut les deux. Ouais, parce que c'est pas le même perso, c'est pas la même adrénaline, c'est pas le même plaisir. Tu sais, quand tu tapes sur une vidéo pour un mois et que les gens la découvrent, versus tu fais ton live et puis il y a le petit replay et les gens ils donnent leur avis en dessous et tout. C'est pas pareil, tu vois. C'est pas pareil. Je comprends. Ouais, non. Et qu'est-ce que j'allais dire sur ça? Alors, tu vois, Masterpiece, Twitch, ça donne des bastilles sans MS et des shorts sur des trucs. Et parfois, c'est rare, mais des fois, il y a des sujets que je découvre en live et qui me font noter. Genre, j'ai testé Wiz App, tu te rappelles? Je regarde C'est Vaudou et là, ça part sur la chaîne principale et ça part en recherche pendant un mois parce que je l'ai découvert en live. Tu fais aussi ta veille en vrai à cet endroit-là. Et du coup, en fait, moi, je fais plus... Les gens ils disent comment tu fais ta veille, Bastille? En direct avec vous, les gars. Jamais de veille. Vous me payez pour la faire, regardez. Je fais jamais de veille. En fait, je suis tout le temps dedans, en fait. Et c'était aussi, on avait parlé tout à l'heure, avant que tu arrives, de la vidéo où je raconte que je me suis fait voler un fichier Figma. Pareil, ça a été découvert en live par quelqu'un. Je le regarde en live. Puis ensuite, Hardis qui se connecte parce qu'il est 18h. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Tu regardes quoi? Il y a un mec qui a volé mon fichier. Il commence à crier, mais quoi? Il se fout de la gueule du monde. Et après, j'ai isolé tout ça. Et j'ai réécrit et c'est devenu une vidéo principale où dedans tu as 2 fois 15 secondes de moi en live qui le découvre vraiment, tu vois. Donc j'ai réutilisé c'est un point de départ. C'est un point de départ. Les deux s'emboîtent ensemble quand même, bien sûr. Du coup, des fois je réutilise des moments de mes lives parce qu'en live je découvre un truc et je me le note ça. Faire une vidéo longue sur ça, en vrai, punaise, ce serait pas mal. Et hop, ça part en travail, soit avec un auteur, soit moi qui me pose dessus le lendemain et ça. Tu as aussi éditorialisé tes programmes live, c'est ce que tu disais. C'est-à-dire, c'est pas juste j'allume et puis c'est parti. Tu as des formats récurrents, donc tu as UI Review, c'est ça. Unmute Show. Ouais, c'est ça. Avec Hard Disk Defense, voilà. À quoi ça sert d'avoir ces formats très spécifiques, très brandés? Tu pourrais juste allumer la caméra et dire go, ou est-ce que c'est important d'éditorialiser là aussi ton live? Ça, je me suis beaucoup posé la question. Même il y a des phases où je me disais les gens, ça les intéresse peut-être plus les lives. Une fois, tu as des vagues de plus ou moins de viewers, tu vois. Et je m'étais posé la question s'il fallait un petit peu toujours donner des trucs un petit peu éditorialisés pour donner des trucs exceptionnels ou au contraire des rendez-vous, tu vois. Sur le côté rendez-vous, c'est sûr que ça marche. Parce qu'en fait, les gens, des fois même, on me dit tu pourrais venir là, tu mets ton live le lendemain. Ça plaît pas aux gens, ils ont leurs petites habitudes. Surtout sur Twitch, faut pas trop bouger les rendez-vous. Donc tu veux dire que là c'est pour ça que toi t'es 3 fois par semaine, ces jours-là il y a un horaire et tout, t'es perno aux 13h quoi. Exactement. Et du coup Unmute Show, on est à 3, donc évidemment c'est plus pratique de garder un horaire fixe. Il y a des gens qui adorent ce format, ils viennent vraiment à cette heure-là, donc ça c'est important d'avoir un rendez-vous. Les UI Review, c'est un petit peu pareil, mais c'est aussi par praticité dans le sens où je critique les projets des gens, du coup, en gros, ils envoient leur projet. Pendant 1 heure, je fais des redesigns de leur projet, je leur renvoie, j'essaie d'en faire 3-4.
par semaine, gratuitement comme ça. Et pareil, au début, je le mettais le matin, le midi et tout, mais il faut forcer de constater que les gens sont tous dispo plutôt après le travail. Donc, il fallait que je le fasse le soir, étant donné que le mercredi, c'est le seul créneau d'après-midi. Et du coup, je l'ai fait après le Unmute Show, donc c'est le mercredi à 19h. C'est aussi, on va dire, contrainte technique. Et après, sur les lives en eux-mêmes, souvent, j'éditorialise un petit peu en mettant une petite vignette. Là, ça va être du coup l'actu, je travaille pour Cyprien, je travaille pour machin, je découvre le logo de machin, mais il faut avouer que la plupart du temps, c'est full impro parce qu'on ne suit jamais le programme, ce qui se passe sur des choses. Et je fais, il est 11h30, on n'a fait aucun truc que j'avais prévu, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, je prévois des trucs au cas où, mais l'important, c'est ce qui se passe avec vous en live et ce que disent les gens. Donc, d'un côté, je sens qu'il faut un petit peu éditorialiser pour que les gens voient ta programmation, disent, il fait un truc un peu différent, je vais aller voir. Mais en même temps, en live, c'est le live qui prime. Ouais, c'est ça. Et des fois, des gens ils me disent, je sais pas, j'avais prévu une actu des fois, une mise à jour de Figma qui permet de faire ce nouveau truc incroyable. Et quelqu'un me dit, nouveau logo de Carrefour. Je fais, quoi, let's go. Et t'as tout changé. Ouais, d'accord. Parce qu'en fait, voilà, c'est aussi, moi je dis des fois au chat, vous voulez qu'on fasse quoi? Je fais un petit sondage. Et des fois, je dis, bon, pas ça pour la prochaine fois, en vrai. Okay. J'ai rien de forcé. Voilà. À part travailler pour mes clients, mais en vrai... justement, tu as un format que moi je trouve vraiment fun qui s'appelle Télétra Live. Tout à fait. Et j'adore le nom. C'est copyright ça? Parce que c'est un très très bon nom. C'est en copyright, c'est en licence open source. C'est-à-dire que tout le monde peut l'utiliser. C'est vrai? Pour de vrai? Ouais, j'ai dit, excellent. Utiliser. Donc l'idée c'est que là tu designs pour un vrai client. Exactement. En live sur Twitch. Exactement. Moi j'adore ce truc. Et justement, juste un point là-dessus, quel a été l'impact de ton activité à toi là, sur les réseaux, sur ton job de designer, de UX designer en freelance du coup? En fait, le truc déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que quand j'ai quitté mon CDI pour me devenir Basti UI à temps plein, je l'ai fait pour tenter l'aventure créateur de contenu que je suis en train de vivre là. Et du coup, malgré tout, t'as redesigné ça dans ta vidéo, on voudrait travailler avec toi. Je fais, mais les gars, moi je viens de quitter mon CDI, je vais pas me mettre un projet 5 jours semaine. C'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. Ouais. Donc non, même si genre vous me proposez une somme de fou, là je veux tenter créateur de contenu, tant pis pour moi. D'accord. Donc aujourd'hui tu dirais que t'es pas un designer free? Non, vraiment pas. T'es un créateur de contenu designer. Ouais, okay. Et tous les ans je fais une rétrospective avec des camemberts que je poste sur Twitter, Blue Sky et tout. Et je montre l'évolution de la part d'argent qui vient de la création de contenu et la part qui vient du freelancing et des formations. Du coup, on va dire, ça c'est la partie designer. Ouais. Et au début, c'était un tiers création de contenu, 2 tiers designer. Et jusqu'à aujourd'hui, être arrivé à carrément 75% créateur de contenu. Okay. Voilà. Et c'est pas que je veux baisser ça, c'est que plusieurs facteurs. C'est que à chaque fois qu'on me propose un projet, je dis OK, est-ce que je peux en faire du contenu? Sinon, je renvoie vers quelqu'un ou je dis juste non. Quoi. Ouais, donc justement. Et donc, ce format est né comme ça. Dans Télétra Live, c'est ça, parce que là, tu utilises le travail que tu es en train de faire avec des clients et tu en fais du contenu. On dirait que tu le documentes. Ça se dit comment ça, en fait? C'est quoi Parce que si je peux me permettre, ce qu'il y a de marrant, c'est que c'est presque à la fois de la prestation de service et aussi finalement une OP d'influence. C'est le cas. Parce qu'après tout, tu parles de ma marque en direct sur Twitch, donc je suis presque tenté, même si j'utilise pas le logo que tu vas me faire, de te payer les 2 heures dont tu vas parler de moi, etc. Est-ce que c'est un peu ça le truc? Tu as tout compris. Alors, je l'ai pas du tout cérébralisé comme ça quand je l'ai fait. C'était vraiment de façon très terre à terre. Je peux pas travailler, donc si je le fais en live, c'est la seule façon dont j'accepterai. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que historiquement, les gens m'envoyaient beaucoup de mails. C'est ce qui m'a motivé aussi à quitter mon CDI en me disant au cas où j'ai des projets, tu vois, si ça échoue ma création de contenu. Et ça a commencé, je crois, avec Tellington, donc une application de livre audio qui était lancée par Superflame. Et ils voulaient travailler avec moi. Et je lui ai dit ok, par contre, moi, je quittais mon CDI, donc je le fais en live. Il m'avait dit ok. Donc j'avais fait ce premier projet en live. Tout le monde était en mode waouh, on voit un projet de A à Z en live et tout, trop bien, trop bien. Sauf qu'après, j'ai voulu reproduire la recette, qui était un peu, on va dire, un coup de chance, parce que Superflame est aussi un créateur de contenu, donc il y avait cette entente. Et ensuite, j'ai un peu formalisé ça en expliquant aux gens, ok, je veux bien travailler pour vous, mais voici le format, je travaille en live, puisque blablabla, j'ai quitté mon CDI pour être créateur de contenu, et voilà. Il me disait, oui, mais on n'est pas chaud quand même, les gens, ils vont voir, ils vont nous voler l'idée, machin. Et du coup, je devais au tout début argumenter, je disais, mais vous savez...
moi c'est la seule façon dont je peux être dispo, donc si vous me voulez, voilà, c'est ça. Et puis dites-vous quand même, vous avez comme un genre de test utilisateur en direct de 500... tu le racontais comme ça, ok, marrant. De 500 personnes qui donnent leur avis et tout. Et puis aussi, vous savez, dans le replay, il y a plus de 4000 personnes qui vont voir votre projet et puis ils vont donner leur avis. Et puis en vrai, ça vous fait de la pub parce que moi, tous les jours, je dis, je bosse pour vous et puis je pitch votre projet. Ça. Exactement ce que tu as dit. Et ils disaient, je sais pas. Et puis je vous fais 10% sur le devis, je vous fais 20% sur le devis. Au début, c'est vraiment ça. Ah ouais, et puis c'était toi qui te négociais en fait. Ouais. Et j'en ai fait 1, 2, 3. Et aujourd'hui, ma boîte mail, c'est salut Bastien, on voudrait passer dans le Télétralive. Bah ouais, bien sûr. Du coup, il n'y a plus 20% sur le devis ou plus. Ça dépend. Il y a d'autres contextes où je fais des réductions, ça dépend. Mais voilà, il n'y a plus en tout cas besoin de forcer à ce niveau-là. Il n'y a plus besoin de pitcher aux gens qu'ils vont avoir de la pub. Bien sûr, ils ont compris. Pour ils ça. ont compris. Ouais, bien donc, sûr. En fait, voilà. Et il n'y a pas besoin de pitcher aux gens qu'il y a un test. Mais ça, mec, mais ça, c'est tellement malin. Attends, c'est malin. Mais je te jure, je ne l'ai pas cérébralisé. Tout le monde me dit putain, t'es un bon businessman. Bien joué. Et moi, je suis en mode. Oui, bien sûr. Pas trop prévu ça, mais en vrai c'est un heureux hasard. Après peut-être que je l'ai pas conscientisé, mais je m'étais pas dit en mode ok, j'ai quitté mon CDI, objectif créer ce genre de truc, je peux te piquer l'idée ou pas? Ouais. Bon voilà, il y a plein de gens qui le font. Je le glisse ici, voilà, Super Natif. Si vous avez des sujets, vous êtes une marque, vous avez des sujets social media de stratégie, vous voulez qu'on refonde totalement votre stratégie social media, on le fait en direct sur notre chaîne Twitch. Ça s'appellera peut-être Télétralive parce que c'est avec plaisir. Open source. Voilà. Il y a plein de développeurs qui le font. Même des gens qui reprennent le terme et tout, c'est rigolo. Et j'ai beaucoup été interviewé ces dernières années sur ça, vraiment. C'est ultra malin et puis surtout c'est très nouveau, je trouve, comme manière de faire. C'est vachement intéressant. Alors j'ai quand même de la chance parce qu'il y a eu une genre d'alignement des astres, tu vois, qui a fait que des premières personnes ont accepté, ça s'est bien passé, du coup ça maintenant c'est lancé. Mais j'ai quand même plein de collègues créatifs qui disent je t'envie trop, moi les clients ils veulent pas. Bien sûr. Parce qu'en fait il faut lancer un peu la boule de neige, sinon au début forcément t'es pas connu donc on veut pas et blablabla. Mais j'ai cette chance et t'as dit c'est super malin, mais encore une fois je l'ai pas 100% cérébralisé avant de le faire. Juste j'ai vu au fur et à mesure, je fais oh il y a un truc, tu vois. Mais un petit peu par chance aussi quoi. J'aimerais qu'on parle de vulgarisation. Donc aujourd'hui tu es vulgarisateur web et design, c'est pas moi qui le dis, c'est ta bio Instagram, hein. C'est marqué tel quel. C'est vrai. L'UX, c'est un sujet qui peut sembler initialement assez technique, voire même hyper technique quand même pour celui qui n'est pas familier avec ça, et pourtant toi tu arrives à rendre ça fun, dynamique, engageant, etc. et surtout le plus ouvert à tout le monde. C'est quoi la recette pour rendre ces sujets-là engageants sur les réseaux? Déjà je pense que pour intéresser les gens, on peut intéresser les gens à tout. Si c'est bien raconté, si c'est ludique, etc. Vulgarisateur, c'est exactement ça. En fait, prenons, c'est pas sorcier, tu vois, c'est le vulgarisateur. Toi, t'es un peu le Jamy de l'UX, en fait. disons ça si tu veux, mais en gros, c'est ça l'idée. Et je me rappelle avoir mis ça en bio Instagram, si tu veux la petite anecdote, parce que j'avais pour vocation d'être plus souvent appelé comme intervenant ou chroniqueur dans des émissions, des autres podcasts, des autres trucs, parce que, tu vois, genre, je me dis, j'aimerais trop bosser avec... je sais pas, Arte, France TV quand ils font des sujets. T'es passé là dernièrement, t'es sur Arte là. Ouais. Je suis basé sur Arte, rien à voir avec le design. Je suis passé sur Arte donc je boude pas mon plaisir. Mais en tout cas, à l'époque où j'avais fait cette bio, je m'étais dit, je pense que ça va bien résumer le fait que tu sais, sur un plateau, ils ont besoin d'un expert crypto. Lui, et je me dis, j'aimerais bien être ce gars qu'on appelle quand il y a un truc sur un site à analyser, etc. Donc j'avais mis ça et je m'étais dit, tiens, c'est un bon cap. Je veux dire, je vais être vulgarisateur web et design, tu vois. Ça me paraissait bien. Et c'est assez large. Et je pense qu'on peut intéresser les gens sur ces sujets. Donc la formule pour être vulgarisateur, elle est pas incroyable, hein. Moi, je dirais qu'il faut avoir un sujet grand public. Par exemple, j'ai fait une vidéo qui a cartonné. C'est ma vidéo la plus vue. C'était sur Temu. Prendre un sujet grand public qui fait du coup les grands titres et l'analyser par ton prisme. Donc là, web et design. Et du coup, je vous explique c'est quoi les dark patterns. Regardez sur Temu par exemple, en ce moment il y en a, puis exemple, mise en pratique, et en fait tu viens d'apprendre des choses hyper techniques à des gens, ils ont trop kiffé quoi. Donc tu veux dire, il y a un angle de départ, c'est d'utiliser un phénomène culturel majeur, quelque chose de connu. C'est ça qui est l'élément qui permet de vulgariser. Quelque chose de commun. Alors quand on fait de la vidéo YouTube, on va vouloir avoir un dénominateur commun le plus large, parce que le but de YouTube c'est de faire des vues. Quand on va être vulgarisateur pour une salle de cours de 5 personnes, ça va être trouver quelque chose qui intéresse ces 5 personnes. Donc, tu t'adaptes à l'audience. La concurrence ou un truc comme ça. Si t'es dans, dans une classe d'enfants de 10 ans et dans une maison de retraite, tu vas pas choisir le même exemple, mais ton rôle de vulgarisateur, c'est de prendre quelque chose qui
parle aux gens. Et donc de partir de l'exemple. Pour toi, c'est ça, la réponse. Je pense, ouais. Et comment tu fais la part des choses entre, on l'a dit, on a basculé clairement dans une ère du divertissement. Aujourd'hui, YouTube, c'est du divertissement beaucoup plus que du how-to. C'était vraiment le how-to il y a quelques temps en arrière. Ouais. Donc la dimension très pédagogique, très tutoriel. Même toi, tu nous as raconté dans ton récit. Moi, je pense que le divertissement, ça se termine et qu'on est dans l'époque du storytelling maintenant. Ah, ok, intéressant. Je pense aussi, ouais. D'accord, donc au-delà du divertissement, donc juste le fit and fun et se marrer, maintenant, toi, tu penses qu'on est rentré dans une phase du storytelling, du récit, quoi. Ouais, je pense. D'accord. Complètement. Et ben alors justement, comment on fait du storytelling et de la pédagogie? Parce que le vulgarisateur, il est aussi là pour être pédagogique, non? Tout à fait, ouais. Bah, en fait, le truc, c'est que moi, je suis en plein apprentissage de ce qui va être storytelling et tout. Je me sens très mauvais là-dessus, mais je sais que je m'y intéresse. Et il y a plusieurs façons de le faire. Quand tu veux par exemple raconter une problématique un peu technique, tu peux par exemple raconter à ton audience comment toi, tu as avancé dans tes recherches. Ça peut être une façon de storyteller quelque chose de technique. Par exemple, au début, j'ai cru que c'était à cause de ça. J'ai lu des documents. Pas du tout, j'ai fait fausse route. Tu barres un truc, tu chiffonnes une feuille. C'est pas ça. C'est le fameux récit première personne de l'enquêteur. C'est ça, exactement. C'est ça. Donc là, tu fais une petite enquête sur pourquoi, pourquoi les boutons sont rouges pour supprimer. Et puis tu dis, bah, moi je pense que c'est parce que nanana. Mais en fait, j'ai découvert que pas du tout. Et après, j'ai parlé à ce gars. Il m'a dit ça. Ah, mais en fait, j'ai une autre idée. En fait, tu peux storyteller à peu près tout sous cette forme-là. Ou alors, plutôt comme sur SNCF, tu peux faire des storytelling de la SNCF avec un historique de ce qui leur est arrivé. Ou alors, tu peux faire un storytelling de toi, comment tu as redesigné en essayant une première version, une deuxième version, etc. Donc, il y a vraiment une infinité de possibilités. C'est pour ça que le storytelling a le vent en poupe, parce que tu peux l'appliquer à tout et n'importe quoi. Je comprends. Voilà. J'aimerais, tout à l'heure on en a parlé, niche versus mainstream. Bon, toi, initialement, tu as un angle qui est quand même très niche. Hein. Et même les fondements même de tes prises de parole, c'est je suis un designer UX UI qui s'adresse à d'autres designers UX UI. Hein, c'était vraiment ça. Et aujourd'hui, tu as basculé clairement dans une prise de parole qui peut toucher, qui peut plaire à mes petits frères qui n'ont rien à voir avec ça. C'est ça. Voilà. Comment est-ce qu'il y a une obligation déjà à faire ça? Est-ce que aujourd'hui, parce qu'à côté de ça, on sent quand même un push très fort vers, au contraire, le fait d'assumer son positionnement de niche, etc. Et est-ce que toi, tu as eu des tiraillements? Je sais que par exemple, je dis ça parce que je sais que Justin Buisson que j'ai reçu ici, il a eu des tiraillements. Peut-être qu'il y est passé. On en parle souvent, mais effectivement. Alors moi, je crois que je l'ai déjà dit au début de l'interview, mais je pense que si tu veux en faire ton métier et entre gros guillemets survivre, il faut continuer à s'étendre. Donc, si tu veux continuer à t'étendre, si tu as atteint le bout de ta niche, le risque, c'est qu'en vue pure, tu ne pourras jamais survivre. Si tu as atteint le bout de ta niche et que tu vends des formations techniques et que tu es reconnu comme technicien et que tu gagnes ton argent autre part que par YouTube, c'est très bien. Si ton but, c'est d'être youtubeur pur et dur, c'est pas pareil. Moi, c'est un peu hybride parce qu'en fait, effectivement, j'ai eu des retours négatifs de ma core audience, donc de mon audience des premières heures, on va dire, parce qu'il y avait moins de tutos dans mes vidéos au fur et à mesure. Ouais. Mais je l'ai fait en douceur. Hein. Il y avait moins de tutos et puis il y en a de moins en moins. Ouais, Bastien, tu t'es vendu et tout. Pas vendu, mais tu nous racontes plus des trucs très techniques. Ouais. Ça, c'est un fait. Par contre, j'ai toujours fait très attention, comme une vidéo SNCF, les conseils, ils sont distillés dans l'histoire, tu vois. Un petit peu de façon futée, tu vois. Il y a un conseil sur comment on met des opérations commerciales sur une page d'accueil. Il y a un conseil sur comment on fait une barre de recherche. Il y a un chapitre sur l'affordance. C'est quoi l'affordance? Et tout est caché dans le truc. T'en fais un obligatoire, ça? J'essaye. Ouais. Et en fait, ce qui est cool, alors je vais te dire aussi une autre stratégie derrière ça, c'est que quand j'écris, j'essaye d'en distiller pour plaire à une nouvelle audience, plaire à mes nerds, et que la nouvelle audience puisse s'intéresser à ma niche aussi, par le fait que c'est un peu caché. Et il y a un deuxième truc qui me motive, et je te disais ça dans le fait de m'obliger à faire ces petites séquences, je pense en contenu court. Dans ma grande vidéo, quand je fais, voilà, vous voyez, la barre de recherche, elle n'est pas affordante. Mais c'est quoi l'affordance du coup? Et là, il y a 1 minute. Salaud. Ah, le salaud. Et il ose me dire ça en me regardant droit dans les yeux. Réexplique parce que je te vois venir. Ouais. Ouais. Et du coup, j'écris ce passage en me disant, c'est mon short. Du coup, il est monté et après, je mets la caméra en bas et les assets au-dessus et je le publie en short et ça sort en même temps que la vidéo. Et du coup, je refais une petite intro, parce que l'intro est importante. Et ensuite, ça renvoie vers la vidéo longue. Et du coup, j'essaye, tu vois, pour mes nerds, d'avoir des pastilles, etc. Par contre, si on sort de YouTube vidéo principale, moi, c'est un peu différent parce que j'ai une présence plus large.
Du coup, mes nerds, ils sont sur Twitch, tu vois. Donc mes nerds qui disent les vidéos chaîne principale, elles sont trop grand public. Ils viennent sur Twitch et ils me voient comme ça sur Figma en train de faire. Et là, ok, là je vais faire un XP, du collactron, de l'auto-layout. Enfin, tu vois, je dis truc très technique et ils sont contents là. Donc, on va dire, t'es hardcore fan, t'as quand même une plateforme prioritaire pour eux qui est Twitch, avec derrière Basti sans MS qui est aussi la suite. Donc, tellement je suis mon spectre Basti 8, grand public vers nerd. Bah, il est large, donc les gens qui sont plus contents sur YouTube, s'ils me connaissaient bien, ils sont là sur Twitch et ils me voient geeker sur des trucs de design et ils s'y retrouvent. Et il y a une dernière offre dont tu n'as pas parlé. Je ne sais pas si tu comptes en parler après ou si tu ne connais pas, mais j'ai aussi des vidéos payantes sur YouTube. Bien sûr, j'allais y venir. Et du coup, c'est nerd, je les régale avec ça aussi. Ah, ok, d'accord. Donc ça, c'est une offre spécialement pour eux. Ok. Alors, je t'en parle du coup maintenant. Bah oui, explique-moi, parce que effectivement, alors juste, moi j'ai vu ça, sur YouTube, tu as une formule avec abonnement qui permet à tes membres d'accéder à un contenu vidéo exclusif. Ça fait peu de temps que ça existe, ça, J'ai sauté sur la fonctionnalité quand elle est sortie, pour une simple et bonne raison, c'est que, tu sais, les youtubeurs, ils font des Patreons, et sur les Patreons, ils mettent du contenu exclusif. Problème pour moi, je suis tout seul, et je suis vraiment dans mon planning très serré, donc je peux pas animer une nouvelle plateforme. Ouais. Donc, parce que là, ça coûte 2 € à 10 € par mois, je sais plus exactement comment ça marche. Donc tu mets le prix que tu veux. Ah, c'est ça, entre 2 et 10. Ouais, tu mets le prix que tu veux et les avantages que tu veux. En gros, si vous connaissez pas, c'est le membership, c'est le bouton rejoindre sur YouTube, et ça permet de mettre des vidéos disponible que pour les membres. C'est un peu comme les subs sur Twitch, sauf que là il y a vraiment une section et tu peux mettre des messages et des vidéos que pour eux. En vrai, ça donne presque envie, parce que ça donne envie. Je vais le dire plutôt comme ça donne envie, parce que quand tu es sur ta chaîne, il y a des trucs qui ont l'air vraiment cool. Il y a des vidéos, là j'ai envie de les mater et je peux pas, il faut payer. Ah ouais, tu les vois comme ça. On les voit clairement, elles sont proposées. Ça c'est très récent et je suis pas très content parce que du coup ça mélange, mais il faudra que je me repenche dessus parce que du coup elles sont mélangées maintenant avec mon contenu. Il faudra peut-être que je change les miniatures ou quoi, mais bon bref. Et du coup, dans mes vidéos principales, prenons SNCF, il y a un très bon exemple. Tu te rappelles quand je t'ai dit je mets ma caméra 4 heures et je me filme en parlant? Et ben ce rush de 4 heures, pour 2 €, tu peux le voir et tu vois de la page blanche à mon design fini. Ah d'accord. Et comme je parle, là ils ont tous les trucs de nerd en mode tu veux faire l'auto-layout avec ce paramètre-là parce que ça va me permettre... Et là, du coup, ceux qui veulent aller plus loin et qui veulent voir plus de Figma, plus de design d'interface, plus de technique, pour seulement 2 € par mois, ils ont tous mes rushs bruts de mon tournage, de quand je fais le design, parce que comme je t'ai dit au tout début, je le fais comme ça. Alors ça, c'est très récemment que j'ai commencé à bien m'organiser pour ça. Je pense tout à l'avance, mais voilà, aujourd'hui, comment je contente un peu tout ça. Alors sur cette offre payante, je pré-shot quelques remarques que je sais déjà, je suis conscient de tout ça. Déjà, sur Patreon, c'est du 90-10. Donc je gagnerais plus d'argent si je le faisais sur Patreon. Sur YouTube, c'est censé être du 70-30. Mais malheureusement, il y a les frais des plateformes Apple, Android qui vont prendre des gros cuts. Et donc bien souvent, sur le sub à 2 €, je gagne 90 centimes d'euros. Et ensuite, je suis taxé. Donc vraiment, je gagne pas grand-chose. Je gagne pas grand-chose, mais je suis encore en phase de test sur ça. Tant que j'ai pas d'employé qui s'occupe de ça, je peux pas faire un Patreon. Sinon, oui, ça pourrait être sur Patreon, mais là, c'est le côté pratique de le mettre sur YouTube. Donc, il y a ça. Il y a aussi le fait que j'ai eu pas mal de commentaires négatifs qui disaient bah super, la chaîne de Basti, elle est en DLC maintenant. Et du coup, ça, c'est des problèmes de communication de ma part. Parce que les gens, quand je dis et là, vous verrez la version complète de comment j'ai fait ça pendant 4 heures si vous cliquez sur le bouton rejoindre et on continue. Et les gens font oh bah super, je peux pas le voir moi. Et du coup, je prends le temps de répondre, mais c'est un rush brut de 4 heures. Dans la vidéo, tu as tout vu. Juste, je te l'ai hyper bien packagé. Tu vois le début, le milieu, la fin. Juste, c'est ton plaisir. Si tu veux apprendre Figma. Tu penses qu'il y a encore des... Tu penses, toi qui Du coup, j'ai pris le temps de répondre parce que du coup, si tu veux, c'est parce que je leur ai mal expliqué dans la vidéo qu'ils ont sauté sur le truc en mode bon, moi, j'ai pas vu le résultat final. Mais si, tu l'as vu, mais c'est juste parce que je veux pas mettre 4 heures de rush en plein milieu de la vidéo. Tu vois. Toi qui es créateur de contenu, qui est passé par le CDI, la prestation de service. En tant que free, encore un petit peu, et maintenant la creator economy. Est-ce que tu as l'impression, donc creator economy, juste pour resituer, c'est que tu gagnes tes revenus en partie directement par tes audiences, notamment sur Twitch avec des subs, donc qui payent, sur YouTube, avec, comme tu l'avais dit, il y a aussi des rewards sur YouTube d'ailleurs qui sont en jeu. C'est vrai, c'est assez rare, mais oui. Les plateformes aussi qui j'imagine TikTok, etc., qui te rétribuent par endroits, petitement me fait-il avec ses doigts, Basti. Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, finalement, les communautés, les audiences, elles sont assez
à l'aise à l'idée de rétribuer leur créateur préféré. Oui, oui. Ouais. Oui, moi, étant sur Twitch, j'ai une communauté qui comprend très bien que soutenir, c'est important. Ceux qui ne peuvent pas soutenir, il n'y a aucun souci. Mais moi, les gens que je côtoie, enfin, qui me regardent de façon les plus intense, bah oui, ils disent, mais 5 C'est euros, fou ça. 5 euros par mois. Tu trouves pas que c'est fou? Parce que toi et moi, on est un peu des anciens déjà. C'est-à-dire, je veux dire, on vient d'une époque où le web était gratos, tout était gratos. C'était même un sport de jamais rien payer sur. Et c'est quand même à l'époque, YouTube était les youtubeurs qui faisaient de la pub, ils en prenaient plein la tronche. Et depuis 4 ans, on va dire là, vraiment depuis post-Covid, c'est impressionnant maintenant avec facilité ces sujets-là se sont démocratisés. En vrai, non, moi ça me choque pas. J'ai ce côté un peu terre à terre de me dire, mais attendez les gars. Déjà, vous voyez YouTube, les serveurs et tout, c'est pas possible que ce soit gratuit. Moi, je préfère donner 5 euros à quelqu'un qui m'aide et pour qui je trouve intéressant les efforts qu'il fait et pouvoir voir son contenu sans pub et sans rien et savoir que c'est lui qui continuera à faire ça pour cette raison. Non, ça me choque pas trop, mais... moi, ça me choque pas. Je trouve ça magnifique. Moi, j'ai toujours été aux gens qui disent super, il y a de la pub dans ta vidéo. Mais gros, tu sais combien ça coûte un serveur pour que ta vidéo elle soit streamable de n'importe où en 4K genre ferme-la, vraiment je suis en mode... Et non, bah, j'ai toujours dit en fait Internet c'est gratuit pour un instant pour vous habituer, mais ça vaut super cher Internet. Quand tu vois la télé, toutes les pubs, Canal+, le prix de l'abonnement, le cinéma, le prix d'une place, c'est tellement pas cher Internet à côté. Et qu'est-ce que ça fait, Basti, de se retrouver dans des situations, parce que streamers, il y a aussi ce sujet où les gens à qui je m'adresse en direct, etc., c'est eux qui contribuent en tout cas à me rémunérer. Oui. Et donc... Oui. Et donc, je vais nuancer ça quand même, mais oui. Et là, je lis dans le chat, excuse-moi, parce qu'en même temps, il y a un bout de ta commu qui est là. Il y en a un qui dit tu forces pas assez sur les abonnez-vous. C'est pas vrai. Mazamine Boy qui nous dit ça. Je suis relou de fou. Donc, parce que tu as aussi ce besoin-là, c'est-à-dire de recruter, de faire en sorte de dire les gars, sub, balancez un sub, soutenez, etc. Est-ce que c'est une position qui t'a été à un moment indélicate, celle d'à la fois animer, à la fois proposer beaucoup de valeur et en même temps d'être très vendeur de façon très directe? Alors, sur ça, il y a 2 nuances déjà. C'est qu'effectivement, les subs Twitch, c'est pas négligeable. Mais aujourd'hui, quand tu es une société qui fait tourner de la creator economy, ça reste une part pas majoritaire de tes revenus. Alors, je dis pas que je peux m'en séparer, parce que c'est quand même importante, c'est quand même intéressante, mais c'est vraiment les placements de produits qui vont avoir une proportion beaucoup plus élevée par rapport à tes subs. Les streamers qui vivent avec leurs subs uniquement sont très rares, voire même eux, ils ont sûrement des sponsors beaucoup plus élevés que leurs subs. Malgré tout, les subs, c'est très important pour plusieurs raisons. Et récemment, j'ai eu à faire la promo de moi-même, abonnez-vous, pour une raison, c'est le 70-30. Donc déjà, pour te répondre à ta question, moi, ça ne me dérange pas. Je suis en mode, peut-être toutes les demi-heures, peut-être toutes les heures, entre des sujets. En tout cas, les amis, je vois que vous êtes là, ça fait trop plaisir. Petit follow, je stream tous les lundis, tous les mercredis après-midi, tous les vendredis matin. C'est gratuit, vous pouvez venir avec moi, ça fait plaisir. Si vous avez un Prime, vous le claquez, c'est gratuit pour vous. Mettez-le chez un streamer, sinon ça retourne sur Jeff Bezos. Donc voilà. Et si vous voulez me régaler, c'est 5 € par mois. Moi, je continue à streamer grâce à vous. Si vous n'êtes pas là, j'arrête. Ça fait trop plaisir. Et ça, j'ai pas de souci à le dire. Ça gêne des gens. Genre, putain, Pushy, le Basti et tout, mais moi, ça me dérange pas. Voilà, juste pour la parenthèse. Je fais ce petit call to action de façon très mécanique, 2-3 fois par là. C'est ton job, quoi. Voilà. En vrai, je me dis, bon, si des gens ils disent bouh, arrête, bah mais mec, c'est un contenu gratuit. Moi, je prends 5 heures de mon temps tous les 2 jours. Voilà. Mais force est de constater que c'est quand même les sponsors qui me rapportent le plus. Et donc, il y a un sujet qui est arrivé sur Twitch l'année dernière, c'est le 70-30, donc le Partner Plus, ça s'appelle maintenant, qui m'a rendu encore plus agressif sur ça. C'est-à-dire que si tu arrives à 300 subs payants par mois pendant 3 mois consécutifs, vraiment le truc c'est un gacha game, c'est ça. Tu as le droit à avoir une répartition des revenus qui n'est plus 50-50, mais 70-30. C'est très dur d'avoir 300 subs payants, parce que les primes ils comptent pas, les sub-gifts ils comptent pas, donc il faut qu'il y ait 300 personnes différentes qui prennent un abonnement pour leur compte. Ouais, pour leur propre compte, qui prennent un abonnement à 5 €. Et je peux te dire que ma chaîne elle était à 220, 250. Et j'étais pushy. Ok les gars, on arrête les sub-gifts. S'il vous plaît, vous mettez des abonnements payants, niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. Il faut qu'on arrive à ces 300 points parce que du coup, à partir de là, je vais plus, si je gagne 1 000 €, je vais plus gagner 500 €, je vais gagner 700. C'est quand même une grosse différence. Et c'est votre argent.
qui va me revenir plus directement qu'avant. Donc si vous le faites, c'est aussi pour vous. Donc go. Tu vois, j'étais assez pushy. Aujourd'hui, je suis au 70-30. Donc c'est pour ça que je voulais nuancer. Effectivement, l'argent des créateurs de contenu vient des sponsors. Donc tu parles d'une marque, hein, clairement. Mais aujourd'hui, étant 70-30, ça devient non négligeable quand même. Tu vois. Donc il y a ce truc. Tu vois, ces audiences, elles le comprennent. Ça. Moi, je trouve ça assez dingue de voir avec la clarté maintenant et la transparence du lien. Parce que si je fais l'analogie avec une marque qui, elle aussi, vend des trucs. Tu vois ce que je veux dire? Une marque, elle vend des trucs, elle essaye de le faire, d'ailleurs, bien souvent sur les mêmes canaux, alors pas sur Twitch, beaucoup moins, mais ailleurs, ils vendent des trucs. Par contre, dès qu'ils parlent de prix, ils se font allumer. Dès qu'ils parlent de allez-y les gars, payez quand même, c'est un beau produit, ils se font allumer. Et les créateurs et créatrices de contenu, elles arrivent à faire en sorte que quand tu payes, en fait, tu soutiens. C'est très différent. Mais tu vois, le truc aussi, c'est que je vais pas dire on a l'audience qu'on mérite, mais moi j'ai une cible de gens de mon âge qui sont dans la vie active. Et en fait, c'est beaucoup plus simple que si j'étais un streamer Fortnite. Je dirais, les gars, abonnez-vous. Non, les gars, ils ont 12 ans, forcément que ça marche pas. Donc il y a aussi ça. Tu vois. Donc eux, ils peuvent mettre 5 balles pour un contenu qui a de la valeur. Exactement. Et, et ils sont aussi dans une position où ils connaissent cette valeur. Je comprends. Parce qu'ils sont peut-être dans les mêmes problématiques. Ils font peut-être aussi du contenu. Ils sont peut-être aussi dans une équipe de dev, de designers et tout. Donc il y a ce truc, en fait, plus sain aussi dans les échanges, je pense aussi, avec mon audience. Et j'ai de la chance. Encore une fois, Bastien, on a parlé pas mal de quelques créateurs en cours de route. Voilà. T'es un homme de réseau finalement aussi. Hein, et il y a d'ailleurs toute une communauté de créateurs très niche comme ça. Alors on a parlé de Justin Buisson. On pourrait parler de Micode. Hein, mine de rien, c'est quand même niche ce qu'il fait. Même mainstream, mais il y a beaucoup de monde qui le regarde. Mais quand même, les sujets sont très techniques. C'est très pointu quand même. Est-ce qu'il y a un risque à être isolé en tant que créateur de contenu? Isolé par rapport à ton audience ou isolé en tant que personne? Par rapport au reste de l'écosystème des créateurs de contenu. C'est difficile de répondre. Je pense que oui, et la plupart, je pense qu'ils souffrent de ça. Soit ils souffrent du fait d'être isolés, soit ils souffrent du fait de voir des groupes qui se forment à cause d'amitié ou de géographie ou des choses comme ça. Moi, je me sens quand même assez à l'écart de toutes ces problématiques parce que, encore une fois, tu vois, moi, j'ai fait du CDI avant. J'ai pas cette timidité du gars qui a jamais travaillé et tout. Moi, genre, je peux aller voir un gars et dire salut, j'ai ce projet, tu veux faire ça? Non, pas de souci. Alors que peut-être d'autres créateurs ils vont être en mode j'ose pas parce que dans le game c'est mal vu, j'en sais rien, tu vois. Et donc j'ai pas ce truc. Moi, je suis assez au-dessus de ça et c'est important de travailler en collab? Pas forcément, pas forcément. Là, moi, les collabs que je fais, c'est juste parce que juste par plaisir, parce que souvent j'ai aussi envie de mettre en avant des gens, ou juste parce que j'ai trouvé que la personne était, on va dire, pertinente sur mon sujet, donc j'ose contacter, tu vois. Mais globalement, c'est pas obligatoire, hein, vraiment. Y a des créateurs qui font 0 collab. Les collabs que je fais, c'est juste parce que je trouve qu'il y a du sens. Et des fois, je collab avec des gens que je connais à peine, des fois, je collab avec des gens que je côtoie beaucoup. Non, franchement, je pense que tu peux faire ta vie sans fitter avec personne, hein, vraiment. On a parlé de YouTube, on a parlé de Twitch, j'aimerais maintenant qu'on parle des fameux formats courts. TikTok, Reels, Shorts, etc. Et on va commencer avec TikTok. Sur TikTok, tu as presque 40 000 abonnés. Voilà. Et là, tu proposes des formats qui sont adaptés de tes lives, c'est ce que tu disais tout à l'heure, tes lives Twitch notamment. Alors, on a compris qu'il n'y avait pas que ça, il y avait aussi des petites séquences au milieu de tes vidéos longues YouTube. C'est quoi l'objectif ici, là, pour toi sur TikTok? C'est créer un contenu qui peut vivre par lui-même ou plutôt créer un contenu qui te permette de recruter des audiences vers tes formats longs? C'est difficile à dire parce qu'en fait, le format court aujourd'hui, c'est plein de choses. Et je tenais à te dire déjà par avance que ce que je upload sur YouTube Short est exactement le même contenu que je upload sur Reels, Instagram, que sur TikTok. Donc là, toi, tu m'as fait le call to action par TikTok, là, la question. Mais TikTok, je m'en fous, en vrai. TikTok, c'est vraiment le truc, ça m'intéresse pas ou plus parce que l'algo est trop aléatoire, il n'y a pas de retour sur investissement. C'est très désagréable d'être sur TikTok, je trouve. Mais je upload parce qu'au final, quand je commande un format de 1 minute, je le mets sur Short, Instagram et TikTok. Et puis voilà. Tu utilises une app là pour scaler et balancer au même endroit partout? Non, parce que je sais pas si c'est genre de la sorcellerie, mais il faut utiliser l'appli native pour uploader le contenu, tout ça. Mais des fois, quand je dois uploader un short, je suis vraiment triste. Tu vois, je me mets dans mon canapé et je fais c'est parti pour 20 minutes. TikTok, un petit texte. Ça casse les couilles. En plus, j'ai vu que tu retravaillais tes textes. Parfois, c'est pas tout à fait le même. Tu t'emmerdes. Hein. Ça, c'est chiant. Ça, j'aime pas du tout. Chier. Je me suis demandé pourquoi tu faisais pas
Tu vois, tu prenais pas une app qui te balançait partout ça. Parce que il paraît que c'est le dieu des réseaux sociaux qui a dit qu'il fallait utiliser l'appli native, mettre un texte en natif pour le référencement. Tu veux que je te fasse un épisode où je débunk ça? Ouais. Je fais un beau storytelling par contre. Tu seras obligé de rester 20 minutes pour savoir. Je suis chaud pour que tu me prouves, mais ouais. Bon, en tout cas, j'upload nativement sur chacune des plateformes. Ça me prend en vrai un petit quart d'heure, 20 minutes à chaque fois. Et c'est débile. Et en plus. Et ça, c'est toi qui le fais? Ouais. Bah, en vrai, personne n'a mes logins de comptes sociaux, tu vois. Ouais, nous, on a les comptes logins sociaux de au moins 30 ou 40 marques nationaux ici. Ouais, mais t'as vu ton agence? Moi, je suis dans ma chambre. Bastien travaille avec nous, on s'en occupe, on te les upload, nous. Ah, ok, c'est pas le genre, ok. Non, et plus globalement, ok. Et moi, je suis plus intéressé par Short et Instagram aujourd'hui. Ouais. TikTok, en vrai, je sais pas. À un moment, j'ai 40 000. Après, je mettais des TikTok hyper quali, ça faisait 500 vues. Et des fois, tu mets un TikTok, il passe la barre des 1100 vues, du coup, il fait 100 000 vues. Et tu sais pas pourquoi, et du coup c'est un peu déprimant, tu vois. Alors que sur Short et Instagram, il y a plus de constance et plus de logique. Tu vois. Sur YouTube Shorts, quel est ton avis aujourd'hui? Bah, YouTube Shorts, c'est cool. La promesse de YouTube Shorts, c'est de renvoyer vers les formats longs. Mais pour moi, c'est un peu idyllique, personne ne le fait. Tu vois beaucoup de rebonds, de passages de Shorts vers tes formats longs? Non, pourtant je le fais avec... je fais attention à ça. Ouais. Je pense pas que les gens le font. Donc juste pour resituer, on peut intégrer un petit lien qui vient se mettre quelque part au niveau du wording et qui permet de renvoyer vers une vidéo longue depuis YouTube Shorts. En gros, c'est 1 ou 2%, je crois, mais c'est vraiment... Je pense que c'est pas vraiment ça le nerf de la guerre. Est-ce que tu penses qu'il y a le risque, comme certains youtubeurs le présument, d'avoir finalement une double audience au cœur de sa chaîne, c'est-à-dire une audience de Shorts et puis une audience de format long, et finalement les deux sont deux blocs qui sont un peu décorrélés? Il y a un risque si tu le fais mal. Moi, je le pense que je le fais bien parce que mon contenu short est identique à mon contenu long. Donc, tu vois, genre, tu penses à Thibaut InShape, évidemment, comme grand exemple. Tu vois, Thibaut InShape, il faisait des vidéos sans son où il faisait des trucs comiques comme ça. Et de l'autre côté, il faisait une vidéo tuto muscu en français. Donc, forcément, là, oui, ça a pourri sa chaîne. Moi, c'est vraiment le même type de sujet, tu vois. Donc, si tu fais le même type de sujet, que c'est cohérent, aucun risque. Si tu commences à faire des trucs où tu danses en short et tu fais du dev en long, puis d'un côté c'est en anglais, de l'autre côté c'est en français, ça pète ta chaîne, évidemment. Donc ça c'est sûr. Et du coup, pour te répondre sur les contenus courts, aujourd'hui je le vois plus comme une présence, montrer ta tête, montrer ton sujet, montrer ta voix et de créer plus une notoriété. Évidemment, faire un peu de stats, mais pas faire un peu de stats pour dire hey, j'ai plus d'abonnés que toi et tout, vraiment pour aussi la confiance des marques. Les marques, ils aiment bien que tu sois présent sur Short et sur Insta. Et des fois, il y a des campagnes, ils disent bah voilà, on veut un gars qui fait des vidéos YouTube et des Insta. Ah, t'as que 20 000 sur Insta, on cherchait un gars 100 000, tu vois. Donc, il faut travailler ton réseau pour qu'il soit aussi plus grand, etc., etc. Donc, c'est plus, je le vois comme un investissement de notoriété, mais aucun retour sur investissement, aucun retour sur mes vues de contenu long, je pense, et l'espoir plutôt d'avoir des collaborations commerciales sur ces plateformes. Vraiment, le but, c'est d'avoir plus de collabs. Et pour te le dire de façon un peu crue, tu peux avoir une sponsor YouTube qui va être moins chère ou au même prix qu'une sponsor TikTok ou Insta des fois. Alors que le travail pour le créateur est beaucoup plus facile, entre guillemets, donc plus court. Tu penses qu'il y a une bulle un peu là sur TikTok? Sur Insta et TikTok. Des fois, il y a des marques qui vont me demander un TikTok ou un Insta. Et ça va me demander, je sais pas moi, une journée, une demi-journée de travail pour faire des beaux plans, une petite voix off, les sous-titres et tout, tu vois. Et ça va être aussi bien payé qu'un format long. Et alors, c'est pas du tout la même application. Genre, format long, je fais un script, ils lisent le script, ils valident, ils font une V2 du script. Ensuite, je tourne la sponsor, on la monte, ils font des retours sur la sponsor, on renvoie un rush. Et tous ces retours, ça peut valoir le même prix qu'une prise de parole verticale. Du coup, aujourd'hui, le fait de développer mes contenus verticaux, c'est pour ma notoriété, pour montrer ma tête, pour dire voilà, je suis là, j'existe sur plein de choses. Et pour ton inventaire publicitaire, j'ai compris. Et pour gagner de l'argent, parce que... avoir plus d'espace à proposer à des collabs de marque. Que je réinvestis dans d'autres contenus, mais pour payer tous les gens qui travaillent avec moi. Bien sûr. Pour pouvoir avoir la chance de refaire une deuxième vidéo avec Mathieu à l'écriture, parce que ça coûte de l'argent, etc., etc. Donc oui, c'est on va dire un équilibre de créateur économique, quoi. Parce qu'aujourd'hui, si je fais que des collabs YouTube, si YouTube tombe, je suis un peu dans le caca. Si je fais que du Twitch, si Twitch tombe, je suis un peu dans le caca. Si je fais que du freelance, si le freelance tombe, et du coup là, j'essaie de me diversifier pour me donner toutes les chances d'avoir un petit peu des retours partout. Donc dans cette diversification, il y a aussi Instagram. Oui, Instagram, ça me donne l'impression d'une sorte de touchpoint un peu qui redirige vers différentes plateformes, différents formats. J'aime beaucoup Instagram en ce moment. Moi. Ok. Ouais,
Est-ce que là, tu es en réflexion pour produire un contenu spécifiquement Insta Bah, aujourd'hui, je fais les contenus verticaux que je fais monter ou que moi je Oui. monte ou que voilà, que ce soit des lives ou des bastilles OMS ou des bastilles UI principales qui donnent des vidéos de minutes verticales, je les pense pour Insta. D'accord. Dans ma C'est tête, ton point de départ. c'est Insta Short, tu vois. Ok. Mais même si Short, je le fais, mais j'ai pas de grande conviction sur ce qui va se passer. Mais voilà, quand ça se passe bien, c'est cool. Ouais. Mais c'est vraiment Insta, en vrai, c'est ça ce qui me fait plaisir. Ouais. Je regarde Insta. Et c'est là où ça marche le mieux parce que j'ai l'impression que mes sujets, mon type de persona, il est bien fondu dans la plateforme, dans l'audience. Ok, trentenaire, un petit peu graphiste, un petit peu qui aime bien les belles photos, les vidéos, machin. Je pense que dans l'algo, je suis pas trop mal, tu vois. TikTok, il s'en fout un peu. Short, il est un peu paumé des fois. Instagram, ça me plaît bien en ce moment et ça me plaisait déjà de façon perso. Moi, j'étais un gars des stories. Vraiment, genre, quand Snap est sorti, je faisais des stories, mais genre 15 stories par jour. Insupportable, sans arrêter, quoi. Et je suivais, tu sais, Aurélien Prévost, Ouais, bien sûr. Adrien Méniel sur Snap et tout. C'était tous les jours du plaisir, la créativité de zinzin, tu vois. Et bien sûr, tu connais l'histoire. Instagram, ils sortent les stories. Non, on n'ira pas chez Instagram. Les stories, c'est Snap. Et puis, tu as un premier créateur qui va sur Insta. Tu dis, ah, mince, Adrien Méniel est sur Insta maintenant. Aurélien Prévost, il continue sur Snap et tout. Non, il dit aussi, je suis sur Insta. Du coup, toi, tu bouges aussi sur Insta. Ouais. Du coup. Et du coup, bah, j'ai commencé à faire des stories sur Insta. C'est vrai qu'Insta, j'aime beaucoup. C'est l'endroit où je peux aller moi-même le plus, tu vois. Et donc, ça me touche plus de créer du beau contenu pour Insta aussi, quoi. Et dans Insta, est-ce que tu as déjà t'as déjà réfléchi à cette partie un peu dark social? Je pense au canot Instagram, à essayer des choses. J'ai ça, ouais. T'as ça? Ah, j'ai Ouais. pas vu, pardon. Excuse-moi. Pas de Qu'est-ce que tu racontes dans ton canal Instagram? Eh ben, on va voir. Est-ce que c'est un endroit privilégié pour échanger avec tes audiences? Parce que ce qui est certain, c'est que Ouais. on voit bien ce qui se passe sur Insta, c'est que les choses ont quand même bougé. C'est que tu as maintenant toute la partie feed qui est vraiment tendue vers le divertissement et vers des formats type Reel avec une notoriété sortante et une distribution Ouais. en dehors de ta base de communautaire. Voilà. Et puis, tu as toute une dimension que moi j'appelle dark social, qui est enfouie. Pourquoi dark social? Ah, Parce qu'elle est enfouie. Il faut le savoir pour y aller, quoi. Et ouais, c'est la partie immergée de l'iceberg. Donc, tu as les canaux, Ouais. tu as les stories, les amis proches, etc. C'est pas les parties publiques. Il faut Mhm. être abonné pour accéder à ces contenus. Bah écoute, tu vois, là j'ai mis, je suis dans le train en route pour la ville du Buisson, donc juste un buisson, et une photo de mon chien dans le train. Donc je mets un petit décalage un peu plus intime, tu vois, Ouais. mais en même temps, encore grosse nuance, que moi, je suis un personnage plus complexe, j'ai déjà Twitch pour l'intimité, j'ai déjà mon canal avec les abonnés payants de YouTube, donc j'ai beaucoup de touchpoints. Et du coup, c'est vrai qu'il y en a beaucoup trop Je sais aujourd'hui. pas si vous vous rendez compte le volume de prise de parole de Bastille. Depuis tout à l'heure, là, c'est impressionnant. On va continuer. Bastille, après, je vais te lâcher. Thread. Ouais, faut que j'y aille, j'ai plein de contenu à poster. Non, je... Mais c'est un truc de fou. Très actif aussi sur Threads. faut que je fasse des clips du live, donc faut que j'y aille. Voilà, tu postes quasiment tous les jours sur Threads. 11 000 abonnés là aussi sur Threads. Et tu postes la J'ai même un chose outil. que sur J'ai un X. outil. Et la même chose que sur LinkedIn. Explique-moi ça. J'ai un outil là, tu vas être content. J'ai un outil. Alors, ce qui s'est passé, moi, Twitter, je suis fan de Twitter, plutôt bonne audience sur Twitter. Hein. J'étais monté à, je sais même plus, 20 000 ou quelque chose. Et 27 000 abonnés. Voilà, bon, Ouais. je regarde plus trop parce que vous connaissez maintenant Twitter, la controverse autour de Twitter évidente. Déjà l'année dernière, rachat par Elon Musk, pas ouf. Cette année, Trump, Elon Musk, pas ouf. Évidemment, on voit que l'algo est devenu un peu bizarre, pas ouf, mais néanmoins, alors ça c'est grosse parenthèse et je débat souvent ça avec Hardis qui comprend pas parce que lui il a un Twitter horrible et moi j'ai un Twitter génial. Genre vraiment mon feed il est trop bien, j'ouvre, j'ai plein de designers qui font des trucs. T'as pas de truc nazi, toi? J'ai rien de ça. Ah ouais, ok. Je jure, j'ai malheureusement Elon Musk parce qu'il s'auto-promo tout le Bien temps sûr, ouais. entre 3 posts, c'est vrai. Mais ma veille, elle est tellement parfaite, donc j'en profite tant que c'est le cas. Néanmoins, je sais que c'est très volatile. J'ai déjà pris la parole plein de fois sur mon live pour l'expliquer parce que les gens disent t'as pas honte d'être sur X? Je fais bah, un peu, mais c'est mon travail donc je peux pas non plus couper la moitié de ma veille parce qu'il y a plein de designers de ouf qui mettent des trucs et des développeurs qui font des petits outils que je découvre, des trucs hyper de niche, tu vois, parce que mon algo est bon pour l'instant, que je mets dans mes signés dont je reparle en live, que je dégote sur X, que je dégote pas encore sur Thread, que je dégote pas encore sur Blue Sky. Et donc à ce niveau-là, j'ai pris la décision de cross-poster. Parce qu'en fait, moi, le but du jeu, c'est d'avoir un outil de microblogging, parce que j'aime beaucoup ça, et que j'ai pas envie de me l'enlever. Mais j'ai pas envie non plus de dire c'est fini X, venez avec moi sur Thread et tout, parce qu'au final, moi, j'ai aussi besoin de ma veille. Donc ce que j'ai proposé, c'est que vous pouvez aller partout,
Je suis partout. Donc vraiment, je cross-poste tout. Donc j'ai un petit outil qui s'appelle Fedica. Je sais pas si tu connais. Non. Il est gratuit avec certaines limites. C'est très moche. C'est très moche comme tous les outils un petit peu que tu découvres et tout. Et tu peux login with IX, Tu peux nous redire comment ça s'appelle? Fedica, F-E-D-I-C-A. F-E-D-I-C-A. Fedica. Analyse, médias sociaux et publication. Ok, d'accord. Ouais. Très bien, C'est super. C'est très laid. C'est Else, mon modérateur, qui me l'a fait découvrir. Tu peux payer. Quand tu payes, tu peux mettre des vidéos, tu peux schedule des posts et tout. C'est hyper stylé. Et j'ai login with Twitter, Blue Sky, Thread. Et il y avait LinkedIn. Je fais let's go LinkedIn, tu vois. Et on pourra parler LinkedIn après si tu veux plus en détail. Et du coup, dès que je fais un tweet, j'ai réflexe. Tu vois, j'ai dit tweet. Dès que je fais un post, j'ai réflexe d'ouvrir Fedica maintenant. Et je poste et ça va partout. Voilà. Donc je suis présent partout. Ce qui t'a permis de développer des belles audiences. Threads, Je savais pas. Threads, tu passes un peu de temps dessus ou pas du tout, ou vraiment un petit peu, mais honnêtement, moi j'ai un Threads horrible. Ah ok, d'accord. À je l'inverse. pense que. Alors ça, je sais pas. C'est marrant parce que paradoxalement. Bah ouais, Instagram il est bien. Ouais. Et Threads il est horrible. En fait, je sais pas, mon Thread il est plein de. Enfin, pas du tout de choses qui m'intéressent pas. Tu vois, je critique pas les gens qui font des threads et tout, mais il est très lifestyle et télé-réalité et des trucs qui m'intéressent vraiment pas. Et je fais, mais en fait, jamais c'est là où je vais voir un mec qui a fait un plugin Figma, tu vois. Bah, en tout cas, pas aujourd'hui. Et les gens ils disent, bah faut l'entraîner ton algorithme. Je fais, mais j'ai pas le temps là. Je suis dans mon truc. Bon. Je reste présent sur Thread. Il n'a pas le temps, Basti, parce qu'il est partout. Je vous l'ai dit, il est aussi sur LinkedIn. LinkedIn, 32 000 abonnés. C'est beaucoup, pas ça, je sais pas du tout. C'est énorme, mec. 32 000 abonnés sur LinkedIn. Là, je parle d'un compte perso. Je parle pas d'un compte de marque. Ouais. Compte perso en tant que designer, youtubeur. Boum, 32 000 abonnés. Et on entend souvent dire que LinkedIn, c'est la plateforme relou par excellence. C'est vraiment la plateforme chiante, etc. Toi, tu cartonnes. Moi, je pense que c'est bien LinkedIn. Comment t'expliques que tu aies ce succès-là sur LinkedIn? Bah, en vrai, je l'ai traité comme toutes les autres plateformes. Aussi bien pour le microblogging, où je dis par exemple, vous avez vu ça, vous en pensez quoi, tu vois, avec du call to action et tout dans mes posts surtout, c'est intéressant. Donc là, tu vas chercher la conversation. Ouais, mais ça, c'est sur X pareil. Ouais, c'est ce que tu partout. fais. Ouais. Donc ça, c'est une première chose. Et je poste mes formats verticaux sur LinkedIn. Ah ouais, parce qu'il y a un petit onglet TikTok dessus. Tu veux dire qu'il y a un onglet vidéo verticale maintenant? Exactement. Et alors, est-ce que ça marche? Bah franchement, ouais. Ça marche trop bien. Ouais. Je fais des stats de fou. Et ça me coûte rien de plus. Juste, je poste à un nouvel endroit, tu vois. Et bah, du coup, c'est trop bien. C'est un réseau professionnel. Ouais. Donc, moi, je suis parfait. Je suis le professionnel qui raconte les choses pour la veille et pour le savoir global. Parfait, je suis le mec idéal de LinkedIn. Bah voilà, regardez, il est là. Si vous cherchiez le mec de LinkedIn 2025. Je suis hyper productif. Je suis assez productif, donc je poste souvent. LinkedIn, tu peux l'ouvrir au travail sans que ton boss t'engueule. Tout à fait. Donc, et là, tu peux tomber sur des vidéos de Basti qui dit des conneries, mais professionnellement. Je caricature, mais c'est un boss. Ouais, et du coup, bah, c'est un très bon réseau pour moi. Et j'ironise souvent, hein, parce que je dis à mon agent, à Julie, je dis, en vrai, tu vois, les stats LinkedIn, franchement, moi, je veux qu'on vende un post LinkedIn dans les offres. Parce qu'en vrai, si les gens ils veulent un TikTok ou un tweet... T'as jamais fait ça? T'as jamais fait de collab de marque sur Une fois. Mais en fait, c'est pas moi qui bloque, c'est les marques, elles ont pas le réflexe. Il y a plein de fois où je dis, cette marque, je devrais trop en parler sur Twitch et tout, et on devrait trop faire un LinkedIn ou autre, tu vois, proposition. Et la marque, elle dit, on est venu pour YouTube. Et en fait, ils sont pas du tout ouverts. Il y a des marques, elles sont pas en retard, mais elles ont le petit train de retard qui fait que bien sûr. Ils vont dire, bah non, on a ce budget-là pour YouTube, on veut YouTube. Mais bah tiens, tu sais, s'ils parlent de ça sur LinkedIn, tu auras beaucoup plus de clics. On veut YouTube. Moi, si j'étais une marque, je ferais grave une collab avec toi sur LinkedIn. Parce que justement, c'est moins saturé, ta voix, elle porte davantage. C'est ça. Et bref, du coup, tout ça pour dire que si je l'ai fait une fois avec je dis pas de bêtises, je crois que c'était O2 Switch. C'était il y a longtemps, mais c'était un fournisseur, un hébergeur, pardon. Ok. Et du coup, en vrai, ça avait du sens. Et petite vidéo, petit post avec le petit lien et tout, c'était cool. Mais moi, j'ai dit à mon agent, en vrai, il faudrait qu'on extrait mes stats LinkedIn pour les rajouter à mon book, parce que c'est pas quelque chose d'habituel. Tu vois, mon agent, elle travaille pour Micode, mais elle travaille pour Simon Pouèche, Avamind. Ouais, ok. Du coup, bien sûr qu'il n'y a pas LinkedIn dans le book. Évidemment. Je pense qu'il y a moyen de le mettre parce qu'il y a des stats de zinzin. Tu vois. Mais les stats sont ouf. Ton contenu, effectivement, il marche super bien sur LinkedIn. C'est pas comme s'il était à côté. C'est pas une farce, en fait. C'est vraiment très cohérent avec la plateforme, ce que tu racontes. Voilà. Après, c'est le même contenu qu'aux autres endroits. Mais en fait, il marche très bien à cet endroit. Ouais, c'est normal. Enfin, c'est normal. Ça m'étonne pas, je veux dire. Je dis pas c'est normal, mais ça m'étonne pas que ça marche mieux sur LinkedIn que sur TikTok. Tu vois.
J'aimerais- C'est logique par rapport à l'audience. J'aimerais qu'on revienne très rapidement sur Screenshot Sûr. Ouais, vas-y. Screenshot Sûr, donc c'est ce format dans lequel tu interviews Mhm. d'autres créateurs. Mhm. Donc tu parlais de Méniel, par exemple, tu Mhm. as fait une séquence avec Méniel, c'est très marrant d'ailleurs. Ouais. Toi qui es un homme d'image, est-ce que tu as envie d'aller plus loin sur des formats audio? Parce que Screenshot Sûr, il existe en vidéo, En podcast, ouais. mais c'est un podcast. Et sur Spotify, moi je l'ai écouté en podcast. Mhm. Il est disponible d'ailleurs en format podcast. Est-ce que ça te titille? En vrai, moi, j'aimerais beaucoup faire du podcast. J'en écoute beaucoup et je trouve ça très agréable. Et en fait, le truc, c'est que j'ai juste remarqué, à force d'en faire, que faire du Twitch et du podcast, c'est la même chose. Donc, tu peux pas faire les deux en même temps. Ou alors, il faut avoir deux offres littéralement différentes. Mais moi, je parle déjà trop tous les jours. Et en fait, du coup, mon podcast Juice, il est déjà sorti dans les live Twitch, tu vois. T'as déjà tout donné, t'as l'impression? Ouais. Et Ouais. du coup, j'aimerais bien. J'adore le format, j'adore être autour d'un micro. T'en écoutes écouter et toi-même tout. des podcasts? Ouais, beaucoup. Ouais. Ouais. Et, mais je sais que dans ce que je fais aujourd'hui, j'ai pas la place. Mais pas parce que j'ai pas le temps, mais parce que j'ai déjà l'énergie podcast. C'est Twitch en vrai, c'est la même chose. Ouais. Les gens écoutent Twitch comme un podcast, hein. Ils mettent pas l'image. Et si t'entends, oh, tu tournes la tête. Et sinon, tu regardes pas, tu vois. Ah, tu veux dire qu'ils te mettent derrière, t'as Ah, 3 fenêtres 100%. par-dessus. Les gens m'écoutent en podcast, 100%. Ok. Donc ça, c'est bien. Et du coup, Screenshot Sûr, je me suis dit, bah vas-y, j'aimerais quand même ouvrir sur des sujets qui sont pas design. Et j'avais une petite accroche, c'était le téléphone. Donc je fouille dans le téléphone des gens et tout Ouais, machin. super idée, très bonne idée. Bah, d'ailleurs. merci. Ouais. Et du coup, je suis très content. D'ailleurs, je sais plus qui est-ce qui a volé mon idée récemment. Ah ouais? Une radio, je sais plus, c'était Bah, ça m'étonne pas. hein. RMC quelque chose. Ouais. Et ils avaient le même pitch. On fouille dans le téléphone, nos invités, je fais... Tiens. Bizarre. bref, c'était cool. Et c'est vraiment parti d'un truc où quand je vois ton écran de cas, je fais tu mets tes icônes comme ça, n'importe quoi. Ouais. Et coup, j'aime bien parce que ça fait un peu. Moi, j'ai envie de le portrait faire. Nous, on a chinois, tu envie de le faire ici, mais dans le feed de. Tu vois, on fouille dans ton feed. Et ça, c'est peut-être encore plus intime. vois. La page Discover d'Instagram. Exactement. Oh, c'est chaud. Catastrophe. Et t'as vu, j'ai retourné mon téléphone, j'ai stressé, tiens. Ouais. J'ai vu. Non, en vrai, donc ça, j'aimais bien et ça me permettait de parler à d'autres types de créateurs avec qui j'aurais pas pu fit. Donc ça, c'était trop bien. Et pour moi, c'est podcast, ça. Quand je l'enregistre sur Twitch, je rate un peu des fois, mais de tout audio descripté comme un podcast pour l'uploader en podcast. J'adorais, tu sais, il y a des créateurs de contenu, ils font les petits logs. Ils disent, ouais, voilà, du coup, on revient sur le mois de juin, il y a eu cette vidéo, je vous raconte les galères que j'ai eues, tout. Enfin, un petit podcast d'une heure, trop intéressant. Moi, je déguste ça, tu vois. Des youtubeurs qui font ça des fois. Sauf que moi, j'ai déjà tout lâché en live. Je lâche tout. Donc, c'est lâché dans d'autres formes. Enfin, c'est un peu mélangé dans tout, donc c'est un peu perdu. Mais si j'avais le luxe de pouvoir me dire, j'ai plein de gens qui m'accompagnent, j'ai budget limité, bah oui, effectivement, dans mon studio idéal, dans mon entreprise idéale, il y aurait une pièce comme ça avec un micro, où il y aurait un employé qui viendrait me faire rec, qui me ferait parler sur ma créateur économie du mois, et on le podera en podcast, mais aujourd'hui, j'ai pas l'énergie pour le faire. Mais est-ce que tu as j'aime encore beaucoup. du jus pour faire des trucs là, Bastien? On a déroulé quand même là une bonne partie de ce que tu fais. Ouais. C'est énorme. T'as d'autres idées là en stock? Il y a un truc à venir Il y a un truc à venir, mais je peux pas en parler. Mais ouais, j'ai encore du jus, et comme je te disais, je découvre un peu le cadrage et les plans et l'étalonnage et tout. Donc en vrai, là, au niveau vidéo, je suis un peu en renouveau. Ok. Je sais pas s'il y a beaucoup de nouveautés que j'ai à apporter, mais en vrai, j'ai plein d'idées et j'ai envie de continuer de peaufiner ma formule, tu vois. Mais j'ai pas, genre, j'arrive avec un nouveau format encore, tu vois. Mais non, juste professionnaliser un petit peu. Quand je vois des lieux comme le tien, tu vois, je me dis, bah en fait, il y a moyen de faire. Quand je vois, par exemple, mon ami Hardisk, qui a des employés, un vrai bureau, t'as compris, mais un lieu de travail où il peut, avec ses employés et tout. Quand je vois Micode, qui a plusieurs entreprises, avec des employés, etc., bah, ça inspire. Ah, finalement, l'entrepreneuriat, là, t'es en train d'y prendre goût, hein, c'est ça aussi. Hein. Je déteste en vrai, parce que c'est beaucoup d'anxiété, comme je disais, on n'a pas beaucoup parlé de ça, mais en gros, je le dis quand même pour que les gens comprennent, pour qu'ils cernent un peu mon perso, mais en gros, quand tu es en CDI à 18h, tu dis, c'est pas fini, bon, on reviendra lundi à 9h, on va s'en occuper, t'inquiète. Sauf que quand tu es l'entrepreneur, bah, tu es dans ton lit comme ça, et tu vois, tu arraches tes petites peaux autour de tes ongles, et tu fais, est-ce que ça va le faire? Et tu dors pas. C'est un peu ça que je redoute. Aujourd'hui, je deal plutôt bien avec ça. Je me rends compte qu'en payant des gens, des comptables, des machins, tu peux te délester de certaines choses. Et j'avoue que je suis pas piqué à l'entrepreneuriat, parce que tout ce qui est administratif, ça me saoule, mais j'ai envie de step up un peu, tu vois, pour se faire plaisir. Et je me dis, bah, peut-être dans 2 ans c'est fini, ou pas.
peu importe, mais du coup, kiffons au max. Comme apparemment ici, ça kiffe au max. Ah bah non, on est une grosse bande de kiffeurs. Écoute, ça fait quasi 2 heures ou 1h30, je sais pas. En tout cas, ça fait un bon moment qu'on papote. Régalade. Je te remercie beaucoup. Merci d'être venu déjà jusqu'à nous à Lyon. Vraiment, ça m'a fait très plaisir. Ça me touche, ça me fait très plaisir. Tu sais que tu es le bienvenu quand tu veux. C'est quoi le meilleur endroit là pour venir te causer On est mardi. Bah, on est mardi 18 février. Ok, bah du coup demain je suis en live sur ma chaîne Twitch à partir de 15h jusque du coup 19h, enfin 20h même, avec à 18h le Unmute Show avec Hard Disk et Defend et à 19h les UI Review. Mais sinon globalement, suivez-moi sur votre réseau favori, que ce soit Instagram. Il est partout, vous avez compris. Ouais, sur Instagram, c'est là où je suis, je pense, le plus actif au quotidien avec les petites stories. Et sinon, chaîne YouTube Basti, c'est là où on va dire les plus gros projets arrivent, et avec dans quelques jours une vidéo sur pourquoi les interfaces au Japon sont aussi moches. Allez le saluer de notre part, dites-lui que vous avez kiffé cet épisode, que vous l'avez écouté jusqu'au bout. Pour ça, il y a un mot, le mot lapin. Voilà, vous le glissez comme ça dans votre commentaire. Il saura que vous avez écouté jusqu'au bout. Merci beaucoup. Cet épisode, vous l'écoutiez dans une application de podcast. N'hésitez pas à vous balancer les 5 étoiles, le petit commentaire qui fait toujours très plaisir. Et surtout, vous partagez cet épisode autour de vous. Et puis, on était en direct sur Twitch. Un énorme merci encore. Merci à vous. Toi, merci. À très bientôt. Salut Basti. Ciao.